Imaginez un instant, des rues chaotiques, une corruption systémique et des hommes qui, en l'espace de quelques années, passent de l'ombre de la pauvreté au sommet de la richesse criminelle mondiale. Pensez-vous vraiment connaître l'histoire des cartels mexicains après avoir vu quelques séries télévisées ou lu des gros titres racoleurs? La réalité dépasse largement la fiction. Aujourd'hui, nous allons déterrer les secrets des années 1980, une période charnière où des noms comme Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero et Don Neto ont redéfini la criminalité, défiant les agences de renseignement américaines et construisant un empire si puissant qu'il ébranle encore notre monde d'aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans les coulisses, là où la vérité est bien plus sombre, plus complexe et plus choquante que tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'ici. Oubliez les récits superficiels. Nous allons révéler ce qui s'est réellement passé dans l'ombre. À notre époque, il ne fait aucun doute que tout le monde a entendu parler des cartels de la drogue mexicains. Leurs conflits brutaux font régulièrement la une des journaux télévisés et les plateformes de streaming en tirent des drames populaires. Nous allons nous concentrer sur cette période si fascinante pour les cinéastes, le moment précis où les groupes criminels mexicains ont opéré leur mutation, passant de bandes de contrebandiers éparses à des empires générant des milliards. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à figurer dans les classements de Forbes, à acquérir les jets privés les plus onéreux et des propriétés de luxe aux quatre coins du globe. Nous allons remonter jusqu'en 1980 pour retracer comment Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto et leurs associés ont mis sur pied la plus grande confédération de trafiquants de drogue mexicains. Nous analyserons comment la Drug Enforcement Administration, ou DEA, des États-Unis a fait face à ce phénomène, luttant non seulement contre les criminels, mais aussi contre les lourdeurs bureaucratiques des gouvernements américains et mexicains pour vous livrer des faits qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil. L'appellation « Cartel de Guadalajara » n'est pas tout à fait exacte. Cette organisation n'était pas un cartel au sens strict du terme, et le nom Guadalajara n'était pas celui qu'ils s'étaient eux-mêmes attribué. En économie, un cartel se définit comme un accord entre entreprises pour contrôler le marché et fixer les prix. Dans le domaine du narcotrafic colombien et mexicain, ce terme est entré dans l'usage dans les années 70. Cette appellation, bien qu'imprécise, s'avérait particulièrement commode pour les poursuites judiciaires. Il est bien plus simple de poursuivre une organisation unifiée, comme le cartel de Medellín ou celui de Guadalajara, que de courir après des bandes éparpillées. L'avocat pénaliste reconnu Gustavo Salazar a fait une observation pertinente. Les cartels n'existent pas, il n'y a que des groupes de trafiquants de drogue. Parfois ils collaborent, parfois non. Les procureurs américains les ont simplement baptisés cartels pour simplifier la gestion des dossiers. En réalité, les organisations criminelles mexicaines étaient en perpétuel mouvement, leurs alliances se nouant et se dénouant. Néanmoins, c'est bien durant les années 1980 qu'un système est apparu sur cette carte fragmentée, un système que nous allons décortiquer aujourd'hui. Le nom de cartel a été inventé par commodité par les agents de la DEA, à une période où ils ne soupçonnaient même pas l'ampleur et le volume réel des activités de Gallardo et de son organisation. Le monde entier découvrirait plus tard Sinaloa, Culiacán et Michoacán. Dans les années 1980, les agents de la DEA qualifiaient naïvement le groupe de celui de Guadalajara, bien qu'il eût été plus juste de le considérer comme une extension du cartel de Sinaloa qui, pour certaines raisons, s'était déplacé à Guadalajara. Des raisons que nous allons maintenant étudier. Entre 1976 et 1977, les gouvernements américains et mexicains ont mené une opération antidrogue de grande envergure nommée Condor, qu'ils ont qualifiée de succès. Le principe était que les États-Unis fournissaient aux forces de l'ordre mexicaines des agents et du matériel pour détruire physiquement les plantations de marijuana et de pavot à opium, tout en aidant à l'arrestation des trafiquants. Officiellement, ils ont rapporté la destruction de 22 000 acres de pavot, de quoi produire 8 tonnes d'héroïne. Les déclarations de victoire étaient étayées par des preuves objectives. La pureté de l'héroïne mexicaine vendue au détail aux États-Unis était à son plus bas niveau depuis 7 ans. Mais tout cela n'était, bien sûr, que sur papier. Cette même opération a contraint les chefs clés de Sinaloa, à l'époque la plus grande organisation narco du Mexique, à quitter leur base pour s'installer à Guadalajara. Cette décision peut être vue sous deux angles. D'une part, la réduction des plantations et l'intervention de l'armée les ont forcés à chercher un refuge hors de portée des États-Unis, et Guadalajara était l'endroit idéal pour se cacher. D'autre part,
Leur déménagement souligne les liens étroits unissant les trafiquants aux politiciens et à la DFS, l'équivalent mexicain du FBI. Selon un informateur mexicain de la DEA, ancien employé de la DFS, l'idée de migrer vers le sud aurait été suggérée aux chefs de Sinaloa, Félix Gallardo et Don Neto, par deux commandants haut placés de la DFS, Esteban Guzman et Daniel Acuña, lors d'une rencontre privée. D'après l'informateur, les autorités fédérales, soucieuses de la réussite de la cause commune, ont elles-mêmes présenté les chefs de Sinaloa à des personnalités influentes de Guadalajara, leur ont trouvé des logements confortables et leur ont fourni des gardes du corps. Comme l'écrit Sherry Finkelstein dans son ouvrage Desperados, les trafiquants apportent argent et pouvoir, et la DFS fournissait renseignements, coordination et protection face aux autres agences gouvernementales. Les chefs de Sinaloa n'étaient pas les seuls acteurs sur le marché florissant de la drogue à cette période, mais ils constituaient sans conteste l'organisation la plus importante et prometteuse. Ils contrôlaient les plus vastes zones de culture de marijuana et de pavot à opium, d'Oaxaca à Sonora, en passant par Guerrero et Michoacán, ainsi que deux bastions de production à Durango et Chihuahua. Ils géraient également les principaux passages frontaliers dans les États de Basse-Californie, à Tijuana, Tecate et Mexicali, et de Sonora à San Luis Río Colorado et Nogales, tout en profitant d'un accord avec l'organisation de Pablo Acosta à Ojinaga, dans l'État de Chihuahua. Guadalajara est devenu un refuge idéal pour les trafiquants. Dès la fin de l'opération Condor, ils ont commencé à organiser des opérations à une échelle inégalée. Pour maximiser leurs profits, ils ont agi en hommes d'affaires avisés. Ils ont opté pour des économies d'échelle. Au lieu d'acheter la marijuana à de petits exploitants familiaux dans la Sierra Madre, ils ont érigé des plantations immenses, si colossales qu'elles étaient visibles depuis le ciel à plusieurs kilomètres de distance. Pour entretenir de telles plantations, il fallait des centaines, voire des milliers de personnes. Ces volumes massifs de marijuana signifiaient des revenus colossaux et une portée incroyable dans le trafic de drogue. Comme nous le constatons, les narco-entrepreneurs les plus adaptables n'ont pas seulement survécu à l'opération Condor, ils ont prospéré grâce à des mécanismes complexes et parfaitement huilés. Ces rouages comprenaient de nombreux maillons. Des immenses plantations du Triangle d'or, regroupant les États de Sinaloa, Durango et Chihuahua, à un système de pots de vin en espèces versé à tous les politiciens majeurs et responsables ministériels. Ce système s'était structuré au fil des décennies, depuis les années 20, et au début des années 1980, il formait un organisme unique où tout était interconnecté, verticalement et horizontalement. Nous avons abordé plus en détail cette structuration dans la première partie de l'histoire de la naissance des cartels mexicains. Parmi tous les trafiquants de la fin des années 70, certains noms se sont distingués. Pedro Avilés Pérez, Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, Rafael Rafa Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo et plusieurs autres figures importantes dont nous allons maintenant parler plus en détail, car ce sont précisément eux qui ont fini par influencer la situation actuelle. Tout a commencé à la fin des années 60, lorsque sur la scène de Sinaloa, où les bandes de contrebandiers se disputaient férocement le territoire, est apparu le premier héros nommé Pedro Avilés Pérez. Né en 1940, il a été plongé dès son enfance dans les affaires illégales de sa famille. Une fois au pouvoir, il s'est consacré à la contrebande d'héroïne vers le sud de la Californie et l'Arizona. Plus tard, avec l'évolution des modes, Avilés s'est réorienté vers le marché des drogues douces, transportant la marijuana par lot de 10 tonnes. Il a introduit des innovations telles que le transport aérien et la corruption de hauts fonctionnaires, devançant largement son époque. Il a établi des contacts en Amérique du Sud et réceptionné de petits lots de cocaïne, qui ne constituaient toutefois pas sa principale source de revenus. Le réseau d'Avilés s'étendait de Culiacán à Mexicali et Tijuana. De nombreux trafiquants de Sinaloa, devenus des figures d'autorité dans les années 1980, ont fait leur classe auprès d'Avilés. Rafael Caro Quintero, en particulier, l'a rejoint à l'âge de 16 ans et a gravi les échelons jusqu'au rang de chef de la bande à Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, plus connu sous le nom de Don Neto, était le trésorier d'Avilés, gérant l'argent et les investissements du réseau. Miguel Ángel Félix Gallardo, le futur chef des chefs, n'était au début de sa carrière criminelle qu'un policier corrompu à la solde d'Avilés, chargé de missions de chantage et de corruption.
Parallèlement à Avilés, un autre personnage clé de notre récit bâtissait sa carrière, Alberto, le Sicilien Falcone, également surnommé le Faucon ou le Faucon sicilien. Un Cubain brillant et épicurien qui, après avoir commencé comme petit voyou à Miami, a fait son chemin jusqu'à Mexico où il a charmé une femme riche et influente. Cette dame de la haute société a pris Alberto sous son aile, l'a habillé comme un playboy, lui a enseigné les bonnes manières et l'a introduit auprès des bonnes personnes. Par la suite, il a acheté un ranch d'élevage de chevaux et a fréquenté l'élite, d'Acapulco à Madrid. Le Faucon sicilien a organisé le premier transport terrestre massif de cocaïne depuis l'Amérique du Sud, transitant par Mexico, Guadalajara et Tijuana, pour atteindre Los Angeles à la fin de l'année 1973. Vers l'année 1978, les agents avaient arrêté environ 400 personnes liées au réseau de distribution américain de Falcone. Alberto Falcone a été arrêté par la police mexicaine en juillet 1975, devenant le dernier grand trafiquant incarcéré au Mexique pour une longue période jusqu'en 1985. Le fait est qu'il n'était pas mexicain, mais cubain, et de surcroît un pervers sexuel notoire. La Drug Enforcement Administration, en s'appuyant sur ces faits, a littéralement convaincu les Mexicains de l'arrêter. Une fois derrière les barreaux, Alberto a continué à diriger son organisation depuis sa cellule. Et en 1978, 20 ans avant le légendaire El Chapo, il a effectué une évasion similaire via un tunnel creusé, mais a été rapidement rattrapé et condamné à 20 années supplémentaires. Il a été libéré en 1999 après avoir purgé 24 ans. Un autre trafiquant important travaillant avec le Sicilien et basé à Guadalajara était Manuel Salcedo Uzeta, surnommé El Cachaloc, ou le fou du cochon, en raison de sa cruauté et de son irascibilité. Le Sicilien n'a pas pu diriger longtemps à distance. À Culiacán, un nouveau leader émergeait, et Cachaloc l'a rapidement rejoint. Ce leader, comme vous le savez déjà, s'appelait Miguel Ángel Félix Gallardo. Il était décrit comme un homme perspicace, réservé, raffiné et impitoyable, des qualités qui ont fait de lui le chef le plus influent de Sinaloa. Il est né en 1946 dans la petite ville de Bella Vista, municipalité de Culiacán, dans l'État de Sinaloa, au sein d'une famille de paysans. Contrairement aux familles Caro Quintero et Fonseca Carrillo, sa famille n'avait aucun lien avec le narcotrafic, comme nous le verrons plus loin. Les parents de Gallardo travaillaient dans l'érido local, un système de parcelles de terre à usage commun dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Enfant, Miguel vendait du poulet et de la saucisse, circulant dans les environs à bicyclette. Il n'a jamais effectué de travail physique pénible. Sa sœur, interviewée en 1989, a déclaré « Nous sommes issus d'une famille respectable et bien éduquée. Nous ne sommes pas des paysans en sandales. Ma mère avait 11 enfants et travaillait la terre pour nous aider dans la vie. Miguel Ángel a terminé sans difficulté l'école secondaire, puis s'est inscrit dans un collège de commerce local. Sans le terminer, il a travaillé quelque temps comme chameau et à l'âge de 17 ans, en 1963, il est devenu officier de la police nationale mexicaine où il a commencé à fréquenter le milieu de la drogue, recevant de petites sommes d'argent du patron de l'époque, Pedro Avilés. À la fin des années 60, avec le soutien actif d'Avilés, Miguel Ángel a trouvé un emploi comme garde du corps du gouverneur de Sinaloa, du Parti révolutionnaire institutionnel, Leopoldo Sánchez Celis. Bien qu'il n'ait pas eu de capacité physique exceptionnelle, avec une taille de près d'1,90 m pour seulement 70 kg, ce qui lui a valu le surnom de « le maigre », on sait que le premier mandat d'arrêt émis contre Gallardo pour possession de drogue remonte à 1971 et, selon la police, l'affaire n'a abouti à rien. Et naturellement, il n'a pas été licencié de son poste de garde du corps. Miguel est devenu si proche du gouverneur qu'il a même été le parrain de l'un de ses fils nommé Rodolfo. Outre Sánchez Celis, parmi les amis de Miguel Ángel figurait Antonio Toledo Corro, qui a succédé à Celis au poste de gouverneur en 1975. Lorsqu'Avilés Pérez a été abattu lors d'une fusillade avec la police fédérale en 1978, Félix Gallardo a pris les rênes de l'organisation avec l'ancien trésorier d'Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo, surnommé Don Neto, et son ami d'enfance, l'un des lieutenants d'Avilés, Rafael Caro Quintero. Comme le disent les omniprésents informateurs de la DEA, c'est Don Neto qui aurait commandité aux fédéraux le meurtre d'Avilés, mais cela relève davantage de la rumeur.
Don Neto avait alors 47 ans et était un vétéran respecté, une sorte d'aristocrate du narcotrafic de deuxième génération. Né à Badiraguato au début des années 30, il était le fils de l'un des premiers intermédiaires dans la vente d'opium, mais il a été initié à ce commerce par son oncle maternel, Fidel Carrillo. Le mentor du jeune Don Neto a été arrêté à Tijuana en 1955 lors d'une opération policière. L'oncle a été condamné à 5 ans de prison et Neto s'en est tiré avec une peur bleue et a retenu la leçon pour toute sa vie. Paye toujours les policiers. Au début des années 70, il s'est consacré à la contrebande de cocaïne depuis l'Équateur vers les États-Unis via le Mexique. Et c'est à cette époque qu'il a reçu le surnom de Monsieur Bon Prix en raison de sa capacité à négocier. Sous Aviles, Fonseca Carrillo était l'un des plus anciens du milieu. Les sources rapportent notamment son arrestation en Équateur en 1973, alors qu'il tentait de transporter 30 kg de cocaïne. Et très probablement, ce n'était pas le seul chargement, étant donné que la bande d'Avilés était à la pointe dans ce domaine. Miguel Angel n'a eu qu'à suivre la voie tracée et à étendre le business, en écoutant les conseils de son compagnon plus âgé. Don Neto a eu 4 enfants, mais aucun n'est connu dans le milieu du cartel de Guadalajara. En revanche, on connaît son neveu, Amado Carrillo Fuentes, alias le Seigneur des cieux, surnom qu'il a obtenu grâce à la méthode de transport aérien inventée par son oncle. Peu après, Amado deviendrait le chef d'un territoire très important pour le transport efficace de la marchandise, connu sous le nom de Juárez, et recevrait un autre surnom, le vice-président. Un autre chef de Guadalajara est Rafael Caro Quintero. Si Don Neto était un narco-aristocrate de deuxième génération, Caro Quintero était un narco-paysan de Sinaloa. Il est né à Sinaloa, selon certaines sources, entre 1952 et 1956. Il avait davantage de liens que Fonseca Carrillo, sa famille étant depuis longtemps impliquée dans la culture du pavo à opium et la production d'héroïne. Son oncle maternel, Lamberto Quintero, était un trafiquant de drogue notoire durant les années 70 et ses frères Miguel et Hector étaient également dans le milieu. Mais à l'époque de l'enfance de Rafa, être un narco-dealer ne signifiait pas encore être fabuleusement riche. Et donc lui, l'aîné de 12 enfants, n'a terminé que quelques classes et a été contraint d'aller travailler. Adolescent, il a intégré la bande d'Avilés, où il a rapidement gravi les échelons. Le cheval de bataille de Caro Quintero était l'herbe. En 1971, il a été arrêté alors qu'il transportait de la marijuana vers les entrepôts d'Avilés à San Luis Rio Colorado. Une fois sorti de prison, il s'est installé dans la petite ville de Cabor sur la côte de Sonora, où il a acquis plus de 80 hectares de terrain pour expérimenter des variétés de marijuana. Ce sera Rafa et ses frères qui deviendront les rois de la Sin Semilla, qui, au début des années 1980, commenceront à rapporter d'énormes gains. La Sin Semilla, dont le nom se traduit par « sans graines », est une méthode de culture de plantes femelles atteignant 2 mètres de haut, dans les sommets desquels se trouve la concentration maximale de THC. C'est un processus agronomique coûteux et complexe, pour lequel le cartel de Guadalajara avait les ressources et les moyens, et Rafael Caro Quintero était un véritable professeur dans la culture de la Sin Semilla. L'histoire du cartel de Guadalajara serait incomplète sans mentionner le légendaire chef Joaquín Guzmán Loera, plus connu sous le nom d'El Chapo. Bien que son nom ne soit devenu célèbre que plus tard, dans les années 90, nous en parlerons quand même, car, ne serait-ce que dans la série Narcos Mexico, une version totalement insensée de son apparition à Guadalajara est présentée, et vous allez comprendre pourquoi. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera est né dans un minuscule village près de La Tuna le 4 avril 1957. Toute la famille de Chapo était employée dans la culture du pavo à opium et gagnait de bons revenus avec les kilos de récolte. Comme vous vous en souvenez grâce à la vidéo précédente, il était très problématique pour un paysan ordinaire de vendre ce qu'il avait cultivé. Mais si ce paysan, comme le père d'El Chapo, était un lointain parent de Pedro Avilés Pérez, alors il n'y avait aucun problème. Ainsi, à l'âge de 20 ans, Chapo était déjà expert en questions commerciales et s'était forgé la réputation d'être indispensable pour résoudre des problèmes délicats. En quelques années de travail acharné, il est passé du statut de parent pauvre d'Avilés à celui d'intime de Gallardo et, tout comme Gallardo autrefois avec Avilés, Chapo a appris auprès de Gallardo toutes les compétences en gestion d'entreprise et, il faut le dire, il a rencontré un succès remarquable.
Mais nous aborderons cela plus en détail dans une future vidéo consacrée à El Chapo lui-même. Outre les personnages susmentionnés, l'organisation de Sinaloa comprenait d'autres personnes aux noms retentissants. Ismael El Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva et les frères Arellano Félix. À la frontière d'Ojinaga régnait le légendaire Pablo Acosta. En outre, figuraient d'autres leaders comme Héctor El Güero Palma Salazar, Juan José Esparragosa El Azul, Jaime Herrera, les frères Péder et Oscar Lupercio Cerrato, Rafayana, Alba Alvarez et la famille Diaz Parada. Toutes ces personnes et leurs familles étaient responsables de lieux stratégiquement importants pour le business et étaient loyaux envers les Sinaloens. Comme vous vous en souvenez de la première vidéo, les liens familiaux garantissaient le niveau de confiance nécessaire au fonctionnement des marchés illégaux, car ils réduisaient considérablement les risques de trahison. Par exemple, Arturo Beltrán était marié avec la cousine de Chapo Guzmán. C'est grâce à cette confiance qu'au début des années 1980, les Mexicains ont réussi à créer un réseau aussi puissant pour la distribution de drogue. Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, les chefs de l'organisation ont dû déménager à Guadalajara en 1978 lorsque les troupes gouvernementales ont investi Sinaloa. Dans un sens, l'opération Condor a rendu un grand service aux Sinaloens en éliminant leurs concurrents. L'objectif des Américains dans cette opération était la réduction des cultures de pavot à opium et peu après, l'attention s'est portée sur la marijuana. Initialement, les champs étaient arrosés d'un pesticide qui n'affectait pas les plants d'herbe, mais détruisait le pavot. L'apport de la résine diluée mexicaine, ainsi que l'on appelait l'héroïne mexicaine, est tombé à 30% et le marché a été submergé par un flux de marchandises blanches très pures en provenance d'Afghanistan qui avait connu une excellente récolte. Ensuite, les Américains ont procédé à la destruction de la marijuana. Pour cela, un poison nommé paraquat a été utilisé, ce qui a entraîné des conséquences inattendues. Les paysans continuaient de récolter les cultures empoisonnées, de les sécher et de les expédier vers leurs insatiables voisins du Nord. Selon les estimations les plus prudentes, 1/5 de toute l'herbe mexicaine fournie était empoisonnée par cette substance hautement toxique, causant la mort des consommateurs. Le Congrès a décidé d'arrêter la fumigation et les toxicomanes se sont tournés vers les fournisseurs colombiens. Et ici, nous devons nous écarter des passions mexicaines pour comprendre quelques faits cruciaux concernant la Colombie, car ce qui s'y passait a directement influencé les événements décrits. Premièrement, dès 1978, près d'un quart du marché américain était constitué de marijuana importée de Colombie. La culture de la marijuana s'était généralisée dans l'arrière-pays et générait 1 milliard de dollars par an. Le pays était en proie au chaos politique après 20 années de massacres entre factions politiques, ce qui a permis aux narcotrafiquants de créer leur propre réseau de distribution. En octobre 1978, le nouveau président de la Colombie, Julio César Turbay Ayala, a déclaré que « l'arco-économie représente une menace pour la sécurité nationale de l'État » et jusqu'en mars 1980, il a tenté de la combattre sans succès. Entre-temps, alors que toutes les forces étaient concentrées sur la lutte contre la culture et le transport de la marijuana, qui commençait déjà à passer de mode, une nouvelle organisation puissante se structurait dans la ville encore inconnue de Medellín, avec pour objectif le trafic de cocaïne. Et c'est le second fait important. Au début des années 70, les trafiquants cubains de Miami contrôlaient un marché de gros de cocaïne relativement restreint aux États-Unis. Leurs clients étaient principalement d'autres émigrés cubains. Jusqu'à ce que les Colombiens entrent dans le business et déclenchent ce qui resterait dans l'histoire comme la guerre des cow-boys de la cocaïne. Les nouveaux dealers colombiens avaient un avantage majeur sur les Cubains. Grâce à la marijuana, les bandes de Medellín avaient accès à un vaste réseau de distributeurs de classe moyenne sur toute la côte est des États-Unis. Plus tard, les agents de la Drug Enforcement Administration en ont conclu que la destruction temporaire de l'industrie mexicaine de la marijuana, due à l'opération Condor, était la cause directe de la naissance de l'industrie colombienne de la cocaïne. Tandis que les agences américaines livraient des batailles bureaucratiques pour tenter de stopper le carnage dans les rues de Miami, les réseaux de trafiquants de cocaïne de Medellín croissaient à tel point que les cow-boys de la cocaïne semblaient n'être que des enfants.
En 1982, les agents de la DEA ont appris que les trafiquants de Medellín avaient formé un cartel et que derrière cela se trouvaient 4 personnes: Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder et José Rodríguez Gacha. À cette époque, ils contrôlaient 80% de la cocaïne produite en Colombie. Le cartel de la cocaïne de Medellín était le groupe criminel le plus riche et dangereux au monde et allait continuer à se développer verticalement et horizontalement. Mais le 24 juin 1982, le président Reagan a un peu vaincu la bureaucratie et a ordonné la reprise de la guerre contre la drogue. En Floride, principal point de vente de la marchandise colombienne, des centaines d'agents du FBI et de la DEA ont débarqué, et la soi-disant « route Caraïbe » pour le transport de drogue, qui était la principale pour Medellín, a commencé à s'effondrer. Mais, comme nous le savons, selon la loi du ballon, l'air à l'intérieur se déplacera vers une autre partie si on le comprime plus fort à un endroit. Et c'est précisément à ce moment-là, quand les Colombiens ont senti la pression des États-Unis et que le pourcentage de saisie a augmenté, qu'ils ont commencé à chercher de nouvelles routes pour livrer la cocaïne en Amérique du Nord. Et nul besoin de bien connaître la géographie pour comprendre. La route la plus évidente passait par l'Amérique centrale et le Mexique. Par rapport aux Mexicains, en matière de transport de marchandises, les Colombiens étaient peut-être des novices. Il ne restait plus qu'à régler la question de l'établissement de contacts et de la conclusion d'un accord mutuellement avantageux entre les entrepreneurs de la drogue des deux pays. La figure clé ici était Juan Manuel Mata Ballesteros, un Hondurien né à Tegucigalpa en 1945 qui deviendrait le plus gros employeur de son pays et l'un des principaux protagonistes de l'âge d'or de la cocaïne. En 1961, à l'âge de 16 ans, Mata a émigré à New York en quête du rêve américain, où il a travaillé comme caissier dans un supermarché. Par la suite, il a épousé une Colombienne, puis a fini en prison, ce qui, comme d'habitude, est devenu un lieu pour acquérir des contacts utiles. Finalement, il s'est évadé et a commencé à travailler avec la cocaïne. L'un de ses contacts pour la distribution était notre vieille connaissance, Alberto, le Sicilien, Falcone, qui commençait justement à fournir de la cocaïne colombienne. Après avoir créé les réseaux commerciaux, Ballesteros a décidé qu'il était plus sûr d'opérer depuis le Honduras et il a déménagé dans sa ville natale. C'est là que les Colombiens du cartel de Medellín l'ont cherché, lui demandant de l'aide pour le transport via le Mexique. Pour Mata Ballesteros, qui connaissait personnellement Rafael Caro Quintero et Miguel Ángel Félix Gallardo, ce n'était pas difficile. De plus, cet intermédiaire représentait une opportunité d'étendre son business, puisqu'il ne devenait pas seulement membre du cartel de Medellín, mais aussi membre du cartel de Guadalajara. Et c'est ici, en réalité, que commence notre histoire. Ayant établi les contacts avec Caro Quintero et Félix Gallardo via Ballesteros, les Colombiens ont entamé les négociations. Selon le directeur régional de la DEA, Jay Bergman, la situation se présentait à peu près ainsi. Les Colombiens, agressifs, se sont présentés aux Mexicains et ont déclaré « Nous, Colombiens, sommes les propriétaires de la marchandise et nous pouvons la distribuer nous-mêmes aux États-Unis. Vous, Mexicains, n'avez que de la marijuana et de l'héroïne. Nous vous proposons un marché. Nous livrons notre marchandise sur votre territoire, vous la faites passer la frontière et la livrez à nos hommes. » Du point de vue du cartel de Guadalajara fraîchement né, il aurait été stupide de ne pas accepter. Ainsi ont commencé les relations commerciales entre les deux plus grands groupes criminels de leur temps. Le résultat de cet accord fut des changements radicaux dans la composition, la structure et la rentabilité de la criminalité organisée mexicaine. Souvenez-vous, grâce à la première vidéo, que le narcotrafic mexicain a traversé plusieurs phases, liées au boom de la consommation de substances aux États-Unis. Le premier fut la demande d'opium durant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50. Puis a suivi le boom de la marijuana dans les années 60 et 70. Et le troisième bond a commencé justement dans les années 1980 avec l'arrivée de la cocaïne. En quelques années, au début des années 1980, environ d'ici 1984, la cocaïne est devenue la principale source de revenus pour les entrepreneurs de la drogue mexicains. La participation directe à ce nouveau marché fut pour eux la solution à tous les problèmes, car les recettes tirées de l'exportation de marijuana diminuaient, et l'exportation d'héroïne, bien que restée stable, ne générait pas de gros profits, la mode étant passée. Ainsi,
La transformation en service de livraison de paquets pour les cartels colombiens, afin de servir 6 millions de toxicomanes à la cocaïne aux États-Unis, n'a pas seulement compensé la diminution des revenus, mais a rendu le business encore plus lucratif. Avec la croissance des profits, l'influence s'est étendue à tous les domaines. Les criminels ont complexifié leur structure organisationnelle de diverses manières, notamment par l'apparition de formations paramilitaires pour protéger les intérêts du business, ainsi que par la corruption de fonctionnaires de haut niveau. Après tout, les opérations de transport d'énormes volumes de cocaïne exigeaient toujours plus de protection étatique et l'implication de tous les niveaux de pouvoir, des policiers locaux aux députés. L'État et le narcotrafic fonctionnaient comme un seul mécanisme dont les rouages étaient lubrifiés avec la meilleure huile, les millions de la cocaïne. Un agent spécial de la DEA, qui a interviewé Pablo Acosta, a raconté un épisode très éloquent lié au processus d'intégration des Mexicains dans le système de la cocaïne. Ojinaga, dans l'État de Chihuahua, un point de frontière important pour le transport où le leader incontesté était Pablo Acosta, loyal envers les Sinaloa. Lorsque les Colombiens ont pris contact avec les leaders de Guadalajara, Don Neto, une vieille connaissance d'Acosta, a envoyé à Ojinaga, en tant que garant de la pureté de l'accord, son neveu, Amado Carrillo Fuentes. Déjà fin 1984, les premiers vols directs de la Colombie vers Ojinaga sur des avions long courriers à double turbine ont été enregistrés. Les tâches d'Acosta comprenaient la protection des marchandises via ses liens avec l'armée, afin que les autorités ne les saisissent pas et aident au transport. Une petite partie de la cocaïne était destinée à Acosta, et le reste à d'autres organisations qui la faisaient ensuite passer par la Colombie-Britannique et Sonora. Il payait à Pablo Acosta de 1000 à 1500 $ par kilogramme pour l'utilisation de l'espace, les services de stockage et le transport, et il assurait tout au plus haut niveau, ce qui est connu dans les détails, par les propos d'un informateur de la DEA. Ainsi, l'informateur a fourni des informations sur l'arrivée d'un avion avec 816 kg de cocaïne à Ojinaga en mai 1985. L'avion a atterri dans un ranch à 50 km au sud d'Ojinaga. La cocaïne était conditionnée en briques d'1 kg chacune, de forme ronde ou rectangulaire, qui, selon le témoin, ressemblaient à des meules de fromage. La cargaison a été déchargée et transportée par camion dans un bunker souterrain situé à environ 1 mètre sous terre près de la piste d'atterrissage. Après que la cocaïne a été déposée dans le réservoir, la fosse a été comblée de terre et personne de l'extérieur n'aurait soupçonné l'existence d'un tel dépôt de drogue. Le soir même, Acosta donnait 20 $ à chaque soldat de la garnison d'Ojinaga ayant participé à l'escorte de la marchandise. La cargaison était ensuite divisée en 7 parties et cachée dans des bouteilles de propane de camion qui la livraient ensuite aux États-Unis via le passage de Loma de Arena. Plus tard, des informations ont émergé sur des rencontres directes en Colombie entre Pablo Acosta et Carlos Leder, au cours desquelles ils organisaient des livraisons toujours plus importantes de cocaïne via Ojinaga. L'informateur de la DEA a affirmé qu'entre 1985 et 1986, Pablo Acosta transportait aux États-Unis 5 tonnes de cocaïne par mois. Si le paiement pour chaque kilogramme transporté était de 1 250 $, avec de simples calculs, on obtient que Pablo Acosta recevait 6 250 000 $ par mois ou 75 millions de dollars par an, rien que pour l'utilisation de son infrastructure par les Colombiens. Un service de coursier très rentable. Et ce n'était que l'un des passages vers les États-Unis via lesquels opérait le cartel de Guadalajara. À travers Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Rio Colorado, Nogales et Ciudad Juárez, selon les estimations les plus approximatives de la DEA, passaient beaucoup plus de marchandises que ce que Pablo Acosta trafiquait via Ojinaga. Il est également important de souligner la relation entre Colombiens et Mexicains. Diego Azor, pour son livre sur l'histoire du cartel de Sinaloa, a interviewé l'avocat de Miguel Ángel Félix Gallardo. L'avocat a assuré qu'entre les leaders des 2 plus grands groupes, Gallardo et Escobar, s'étaient établis non seulement des rapports d'affaires, mais aussi d'amitié. Étaient-ils seulement des partenaires en affaires? Non, ils étaient quand même amis, et d'excellents amis. Escobar était un professionnel dans son domaine, et Miguel avait une grande influence dans le sien. Et Escobar, naturellement, gérait bien les affaires à Medellín et au Mexique. Que pouvons-nous conclure de ces mots?
La confiance, née de l'amitié et de la sympathie mutuelle entre les deux chefs, réduisait le risque d'accord et, par conséquent, réduisait aussi la nécessité d'adopter des mesures punitives préventives en cas de situation peu claire. L'amitié renforçait les rapports d'affaires. Outre l'amitié, il y avait aussi un respect mutuel pour le pouvoir que chacun possédait à l'intérieur de ses propres territoires. Par conséquent, durant tout ce temps, aucun affrontement ouvert n'a été enregistré entre Mexicains et Colombiens, ce qui témoigne d'une chose. Entre eux s'était établie une collaboration fiable et efficace. Ainsi, le passage secret via le Mexique s'est avéré en fait beaucoup plus commode et productif que le passage principal en Floride, et les narcotrafiquants mexicains étaient plus que satisfaits. Mais il était évident que Gallardo avait un avantage sur Escobar, non seulement en termes de logistique, mais aussi de distribution aux États-Unis. Avec le temps, les relations entre Colombiens et Mexicains se sont graduellement étendues, et les conditions de l'accord initial ont changé en faveur de Guadalajara. Comme on le verra par la suite, les Colombiens payaient habituellement en espèces pour chaque chargement. Les premiers étaient payés en pesos, puis en dollars. Mais après un certain temps, Gallardo a compris que l'argent pouvait se dévaluer et qu'il serait beaucoup plus commode de traiter directement avec la marchandise. La distribuer directement sur le marché nord-américain signifiait faire un coup de maître. Et c'est quand le cartel colombien a commencé à livrer plus de chargements qu'il a demandé à être payé en marchandises. Et Escobar a accepté, cela lui semblait même commode. Les conditions étaient les suivantes. Si le chargement était facile à transporter et à cacher dans un train ou un camion, 35% de la cocaïne revenait aux Mexicains. Si tout était plus compliqué et qu'il fallait utiliser par exemple des tunnels souterrains, ils recevaient 50% du chargement. Vers 1984, les Mexicains étaient devenus non seulement des transporteurs, mais aussi des distributeurs. Ainsi arrive-t-il souvent dans le business légal. Le distributeur devient le principal concurrent du producteur, et les revenus de la filiale dépassent les profits de la maison mère. Gallardo savait parfaitement qu'avec le temps, ses profits et ses collaborateurs deviendraient plus visibles. Il comprenait qu'il ne devait pas s'exposer, surtout à un moment où l'attention de tous était tournée vers Escobar et la Colombie. Et il faut dire que pendant un certain temps, il y est parvenu. Il menait une vie modeste, plus en gestionnaire qu'en empereur. Il surveillait attentivement les livraisons, car il savait que tout devait se dérouler sans accroc. Il fallait payer à chaque point de contrôle, à chaque officier responsable d'une certaine zone, à chaque maire de village par lequel il fallait passer. Gallardo comprenait qu'il fallait payer. Payer pour que ta fortune soit perçue comme universelle. Payer avant que quelqu'un ne parle, ne trahisse, ne colporte ou n'offre davantage. Avant qu'il ne te livre à un groupe ennemi ou à la police. La source du pouvoir des narcotrafiquants n'était pas l'intelligence, mais l'argent. Des dizaines de milliards de dollars, des sommes inimaginables 10 ans auparavant. L'argent achetait des armes, des refuges et, finalement, la capacité de commander des gouvernements provinciaux et même centraux. Aucune entreprise criminelle n'avait jamais eu autant d'argent que celui à disposition des narcotrafiquants d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Et d'où cela provenait-il? Il y en avait bien plus. Des fleuves de dollars arrivaient des États-Unis, dont la population semblait avoir un appétit insatiable pour la cocaïne. Pendant ce temps, les agents de la DEA, basés à Guadalajara, savaient très peu de choses sur les opérations en cours de Gallardo, bien que l'agence le connaisse depuis 1975. Dès 1979, Gallardo a commencé à figurer dans les dossiers de la Drug Enforcement Administration en tant qu'intermédiaire, spécialisé dans de petits transports de cocaïne en Arizona et à Los Angeles. Le gouvernement américain était plus intéressé par les criminels qui traversaient la frontière et il les arrêtait régulièrement, tout comme il interceptait régulièrement des lots de drogue. Les journaux rapportaient constamment la lutte contre les trafiquants. 200 kg à Miami, 100 kg en Arizona, mais une image complète ne se dessinait pas. Le gouvernement mexicain interdisait les vols de reconnaissance aérienne des États-Unis sur son territoire. En outre, la DEA ne jouissait pas de l'immunité diplomatique. Le gouvernement mexicain n'avait accordé le statut diplomatique qu'aux agents de la DEA à Mexico, mais avait refusé d'accorder des privilèges similaires aux agents des bureaux locaux. Depuis les années 70, entre la DEA et les hauts fonctionnaires du gouvernement central, persistait un accord non écrit selon lequel les agents de la DEA pouvaient porter des armes à feu personnelles, mais, lorsqu'ils le faisaient,
Ils violaient les lois mexicaines et, par conséquent, étaient à la merci des fonctionnaires locaux. Donc, ils ne pouvaient même pas dégainer leurs armes. Ronald Reagan, en accédant à la présidence, a déclaré lors de sa première conférence de presse en 1981 qu'il ne combattrait pas le trafic de drogue, mais qu'il soustrairait les clients aux narcotrafiquants. Mais son programme antidrogue interne n'a pas eu un succès particulier, tout comme celui externe. La lutte contre les narcobarons latins s'entremêlait inévitablement avec la politique et la diplomatie. Premièrement, les pays d'Amérique latine devaient des milliards de dollars aux créanciers américains et une lutte ouverte contre la drogue représentait une menace directe pour les multinationales, les grandes banques et leurs représentants au département du Trésor. Deuxièmement, Reagan lui-même était obsédé par l'activisme soviétique et cubain. Plus important que tous les narcobarons était la répression des mouvements de guérilla de gauche en Amérique centrale et du Sud. Ils étaient particulièrement déterminés à maintenir l'influence américaine dans deux pays latino-américains stratégiquement importants, malgré les preuves que les gouvernements étaient répressifs et imprégnés de corruption. Il s'agissait du Panama, où se trouve le canal de Panama, stratégiquement important, et une base pour 10 000 soldats américains, et du Mexique, qui était le troisième partenaire commercial des États-Unis et la plus grande source de pétrole importé. Reagan ne s'occupait zélément du problème de la drogue que dans un seul cas, lorsqu'on estimait que des guérilleros de gauche ou des gouvernements marxistes trafiquaient de la drogue en échange d'armes. Mais quand les agents de la DEA découvraient des preuves de corruption dans des pays non communistes, disposés à collaborer à la résistance à l'intervention cubaine et soviétique, Reagan affichait une indifférence surprenante. Les 6 agents du bureau de la DEA à Guadalajara n'étaient pas particulièrement satisfaits de cette politique de leur pays et des conditions de travail en constante dégradation. La ligne du gouvernement américain était sans équivoque. La campagne du Mexique contre la drogue était un programme exemplaire. Les rapports entre la DEA et la police mexicaine étaient excellents. La situation était sous contrôle. En réalité, rien n'était sous contrôle. Gallardo, par exemple, était un propriétaire d'hôtel respecté qui apparaissait régulièrement dans la presse pour diverses raisons. Il sponsorisait parfois une université, parfois autre chose. Il possédait un garage de voitures de luxe aussi grand qu'une maison décente que seul un sourd-muet aveugle ne connaissait pas à Guadalajara et il était, de fait, le gouverneur de l'ombre de la ville de Cabor. À la même période, le bureau de la DEA à Guadalajara était composé, au mieux, de 7 agents. James Kuykendall, Pete Fernandez, Butch Sears, Roger Knapp, Victor Wallis, Victor Cortez et Enrique Camarena, dont la compétence se limitait au seul travail d'observation. Tous étaient arrivés au début des années 1980 et s'étaient adonnés à l'observation. En 1982, l'organisation de cocaïne de Félix Gallardo s'est retrouvée sous les projecteurs d'un projet de renseignement dirigé par Butch Sears. Le projet fut nommé Opération Parrain et a déconcerté tous les employés du bureau. L'organigramme sur le tableau ressemblait à une toile d'araignée. À la fin, ils sont arrivés à la conclusion que Félix Gallardo n'était pas seulement le plus grand trafiquant de cocaïne au Mexique, mais l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'hémisphère occidental en général. Son organisation avait cru à tel point qu'elle envoyait d'1,5 tonne à 2 tonnes de cocaïne par mois, ce qui le rendait aussi influent que les trafiquants de drogue de Medellín. Ils ont commencé à prendre conscience d'un fait surprenant. Bien qu'il y eût plus d'agents au Mexique que dans n'importe quel autre pays étranger, aucun membre de la nouvelle génération de narcoboss n'avait été inculpé aux États-Unis. Si Caro Quintero ou Félix Gallardo étaient apparus au quartier général de la DEA, il ne serait resté rien d'autre à faire aux agents américains que de leur offrir une bière. Kuykendall, le chef du bureau, a dit à ses agents qu'il voulait qu'ils découvrent tout ce qui est possible sur les leaders du cartel et leurs partenaires silencieux dans l'establishment politique et économique. Cela allait à l'encontre des demandes de leur quartier général, mais ils s'en moquaient. Parmi tous ces rares agents se distinguait Enrique Camarena, surnommé Kiki. Enrique Camarena Salazar est né le 26 juillet 1947 à Mexicali, au Mexique. Plus tard, ses parents ont déménagé aux États-Unis, où Kiki a obtenu son diplôme de l'École supérieure de Calexico, en Californie, en 1966, et en 1968, il s'est enrôlé dans le corps des Marines des États-Unis. Après 2 années de service impeccable dans les Marines, Kiki a travaillé comme pompier, agent de police et shérif adjoint du comté dans sa ville natale. Kiki a rejoint la Drug Enforcement Administration en juin 1974. En 1977,
Après 3 ans de travail à Calexico, il a été transféré au bureau de Fresno en Californie du Nord. Et 4 ans plus tard, Kiki a reçu l'ordre de transfert à Guadalajara. D'ici 1980, au moment du transfert à Guadalajara, c'était un agent sous couverture expérimenté ayant effectué de nombreuses arrestations. Il avait une femme, Mika, et 2 enfants, et il ne pouvait même pas imaginer ce qui se passait au Mexique, car son travail en Amérique consistait, en grande partie, à enquêter sur de petits dealers de drogue et parfois à confisquer des lots de drogue. Oui, le travail était dangereux, stressant, mais l'échelle était complètement différente. À Guadalajara, Kiki s'est immergé complètement dans ses projets en se concentrant sur Rafael Caro Quintero. Rafa, contrairement à Gallardo et Don Neto, menait une vie ouverte. Parmi les 3 chefs, seul lui jouissait d'une popularité auprès des gens et n'hésitait pas à circuler dans la ville avec ses voitures de luxe. Caro Quintero et Don Neto, selon les informateurs, s'occupaient de marijuana, pas de cocaïne. En mai 1982, l'un des informateurs de Camarena a raconté une histoire bizarre. Dans l'état de San Luis Potosí, à environ 200 miles au nord-est de Guadalajara, poussait de la marijuana sur 220 acres. Les agents étaient sceptiques. La plantation, décrite par l'homme, aurait été visible de partout, se trouvant au milieu du vaste désert du Mexique central. L'informateur insistait sur le fait que la plantation existait et que l'herbe était irriguée par des puits souterrains. Les tiges de marijuana, disait-il, mesuraient déjà 1,5 m. La plantation, disait-il, appartient à Rafa, Don Neto et El Azul. Les agents comprenaient que si les paroles de l'informateur se confirmaient, cela démentirait complètement la campagne mexicaine d'éradication des cultures, selon les rapports de laquelle il n'y avait pas de champ géant au Mexique depuis l'époque de l'opération Condor. Le fait est qu'en 1982, la Procurature générale du Mexique, responsable de l'éradication des cultures, avait divisé le pays en zones. Les avions, fournis par le gouvernement des États-Unis, devaient survoler ces zones à intervalles réguliers. Bien qu'il fût difficile de repérer un champ de marijuana sur les pentes boisées occidentales de la Sierra Madre ou dans les jungles de Veracruz, un champ de telle dimension dans le désert ressortirait comme un carré vert néon à toute heure du jour. Il en résultait que le groupe de Rafa, Neto et Azul avait planté 1/3 de mile carré dans le désert de San Luis et personne ne s'en était absolument rendu compte. Cela signifiait l'une des 2 choses. Soit les fonctionnaires mexicains étaient au courant mais ne le disaient pas, soit ils n'étaient pas au courant parce qu'ils ne menaient pas d'opération de renseignement. Dans le premier cas, très probablement, les employés avaient simplement été corrompus. Dans le second cas, ils transportaient de l'argent et des avions américains sous de faux prétextes et à des fins inconnues. Dans tous les cas, c'était une gifle au visage de l'oncle Sam. Cela signifiait aussi que quelqu'un gagnait beaucoup d'argent. Les plantations de marijuana dans la Sierra Madre produisaient des profits modestes en raison des coûts assez élevés de transport et de manutention. La marijuana est une substance assez difficile à transporter. Contrairement à la cocaïne ou à l'héroïne, elle a une odeur forte et ne peut pas être compressée en une brique pratique d'1 kilogramme, comme la cocaïne. Un petit volume d'herbe pour la vente occupe beaucoup d'espace, et le seul moyen de s'enrichir avec la marijuana est de cultiver et de vendre cette marchandise à grande échelle, comme le faisaient les Colombiens. C'était difficile à réaliser dans les montagnes escarpées de la Sierra Madre, mais si les arides plateaux centraux du Mexique étaient transformés en activités agricoles avec irrigation intensive et tonnes d'engrais, comme c'était le cas dans les vallées centrales de Californie, les profits potentiels seraient énormes. Le moyen le plus simple de découvrir ce qui se passait était de survoler les lieux. Mais les agents de la DEA avaient besoin d'un accompagnement officiel pour le faire, et ils n'étaient pas prêts à révéler aux fédéraux mexicains ce qu'ils savaient. Kiki a commencé à chercher encore plus d'informateurs. Selon les documents du dossier Camarena, il rapportait que les commandants des forces fédérales surveillaient la plantation et y livraient des armes. Il racontait que l'assistant d'El Azul avait offert un nouveau pick-up Ford à un lieutenant de l'armée. Les agents de la DEA se convainquaient de plus en plus que les informations sur la gigantesque plantation n'étaient pas une invention. Plus nous en découvrions, plus nous étions frappés par ce qui se passait, racontera plus tard Kuykendall. Il a lui-même tenté d'influencer les fonctionnaires du département d'État à Mexico avec l'importance de cette plantation. En août 1982, il a participé à une réunion du personnel de l'ambassade et a présenté les preuves recueillies par Camarena. Les diplomates ont ignoré Kuykendall car une telle plantation ne pouvait tout simplement pas exister
comme le confirmaient les Mexicains. C'était une situation catch-22. Camarena n'avait pas de preuves car il ne pouvait pas survoler la zone. Il ne pouvait pas survoler la zone car il n'avait pas de preuves. La Procurature générale du Mexique n'enverrait pas un agent de la DEA dans cette zone sans une demande de l'ambassade, et l'ambassade ne voulait pas soulever la question sans preuves solides. Camarena est retourné au travail. Il a obtenu une photographie de la zone et des détails suffisants pour convaincre l'ambassade de l'existence des plantations. Au début de septembre 1982, les témoignages de Camarena ont été présentés à la Procurature générale du Mexique. Ils étaient si convaincants que les autorités mexicaines ont finalement ordonné une opération de recherche et de destruction. Au début de septembre, 7 hélicoptères se sont envolés avec à leur bord un groupe de militaires et d'agents de la police judiciaire fédérale du Mexique, dont Camarena et Kuykendall. Malgré tout ce qu'ils avaient entendu auparavant, les agents de la Drug Enforcement Administration sont restés stupéfaits lorsque les hélicoptères se sont frayés un chemin à travers la couverture nuageuse et qu'une plantation de marijuana couleur émeraude est apparue à l'horizon. Le raid a établi un record. 200 tonnes de marijuana Sinsemilla de haute qualité ont été récoltées. La plantation avait été cultivée avec les techniques agricoles les plus modernes. Les champs étaient irrigués par 3 puits profonds et dans un hangar étaient conservées 20 tonnes d'engrais chimiques. À proximité, il y avait des baraquements avec des lits pour 100 personnes et de la nourriture fraîche en cuisine, mais à des kilomètres à la ronde, il n'y avait pas âme qui vive. Selon les informateurs de Camarena, un officier de police, informé de l'action, l'avait communiqué peu avant le raid, donnant aux travailleurs le temps de s'enfuir. Le ministère public de San Luis Potosí a donné à Camarena des réponses évasives lorsqu'il a tenté d'obtenir des documents relatifs à la propriété du champ. Camarena a remis aux fédéraux les informations qu'il avait reçues des informateurs sur le propriétaire présumé du champ, Antonio Pérez Parga, mais Pérez n'a finalement jamais été arrêté. C'est là, sur le terrain, au milieu de robustes plants de marijuana de la variété la plus coûteuse, haut comme un homme, que les agents ont compris que seule la lutte contre la corruption résoudrait le problème du trafic de drogue, et à des niveaux très élevés. Étaient impliqués la police judiciaire fédérale, l'armée et des fonctionnaires gouvernementaux de chaque niveau. Mais ils se sont heurtés à la bureaucratie du département d'État des États-Unis, ainsi qu'à leurs propres supérieurs. De hauts représentants de la DEA à l'ambassade doutaient que cette découverte ait une signification si importante. Ils ont déclaré que c'était un coup de chance, a raconté plus tard Kuykendall, et que c'était un cas unique, qu'il n'y en avait pas d'autres semblables. Nous, au contraire, étions convaincus que c'était partout. Quelques semaines plus tard, Camarena a reçu la nouvelle d'une deuxième grande plantation, appartenant à Rafael Caro Quintero dans l'État de Sonora. Kuykendall a transmis l'information au bureau de la DEA à Mexico, qui, à son tour, a convaincu le quartier général de la police fédérale mexicaine et l'armée d'envoyer une équipe de raid. Roger Knapp, qui venait de rejoindre le groupe de la DEA, est allé à Culiacán pour se joindre aux fédéraux. Les champs se trouvaient exactement là où l'informateur avait indiqué. Sous le ciel ouvert ondulaient 170 acres de marijuana. Knapp et les fédéraux se sont rendus à Ciudad Obregón et y ont passé la nuit, avec l'intention de commencer le nettoyage à l'aube. S'étant levés à 6 heures du matin, ils ont découvert que le commandant de la police fédérale de Culiacán les attendait. Ce commandant, dont on dit qu'il était un ami proche d'El Azul, avait été délibérément exclu du raid. Apparemment, il l'avait appris durant la nuit, car il était arrivé à travers les montagnes à Sonora. Le matin, le commandant insistait pour un report. Après avoir attendu toute la journée, Knapp a décidé que la situation était sans espoir et est retourné à Guadalajara. Plus tard, un informateur lui a dit que les fédéraux avaient confisqué une partie de la marijuana, mais avaient permis de récolter les cultures dans d'autres champs ce jour-là. Les agents de la DEA à Guadalajara comprenaient l'ampleur du poulpe mexicain et savaient aussi pourquoi cela arrivait. Le gouvernement, à haut niveau, donnait aux narcotrafiquants un consentement tacite à toute manœuvre, un véritable pacte social, où tout le monde se comprenait au premier regard. Toutefois, le gouvernement représentait encore les intérêts de l'État, non des narcotrafiquants, et donc pouvait encore être persuadé ou pressé de prendre des mesures décisives. Et ce type de persuasion devait être fait par le président des États-Unis,
par les plus hauts fonctionnaires de son administration et par le Congrès. Et cela ne pouvait certainement pas être fait par une dizaine d'agents qui n'avaient même pas le droit d'arrêter à l'étranger et de porter des armes. Au début de 1983, Kuykendall s'est rendu à une réunion des représentants de la Drug Enforcement Administration à San Antonio, armé d'un faisceau de photographies où Camarena posait dans les champs avec des plans de Sinsémilla hauts d'1,5 mètre. Quand on lui a demandé d'expliquer ce que c'était, il a répondu « corruption ». Les photographies n'ont produit un effet « wow » sur personne, et il est simplement retourné à Guadalajara. Les agents de la DEA ont continué à recueillir des informations par eux-mêmes, comme ils le pouvaient, et seulement au dernier moment se tournaient vers la police judiciaire fédérale mexicaine. Il y avait quelques courageux policiers locaux qui ne s'opposaient pas à effectuer des arrestations, mais seulement si deux facteurs étaient réunis. Ils devaient être trouvés et correctement accordés, et leur supérieur ne devait pas être à la solde du narcotrafiquant dont on demandait l'arrestation. Dans la plupart des cas, les informations sur chaque mouvement des agents de la DEA parvenaient immédiatement au cartel. Camarena passait beaucoup de temps au bureau de la police judiciaire fédérale, cherchant à recueillir quelques informations utiles. Pendant un certain temps, il a même pensé avoir quelques amis, jusqu'à ce qu'il découvre que ces mêmes personnes travaillaient à la solde de Caro Quintero et Don Neto. À la fin, les employés du bureau de Guadalajara sont arrivés à la conclusion que la police judiciaire fédérale était une autorité si peu fiable qu'ils ont cessé de partager avec eux des informations confidentielles, même avec ses employés qui semblaient vouloir aider. Les agents de la DEA ne pouvaient jamais être sûrs que les personnes qu'ils considéraient comme leurs alliés ne jouaient pas un double jeu. Ni le quartier général de la DEA, ni la procurature des États-Unis le long de la frontière n'ont montré le moindre intérêt à inculper Caro Quintero, Félix Gallardo et les autres chefs. Les procureurs fédéraux ne voulaient pas perdre de temps et d'énergie à élaborer des accusations de conspiration contre des étrangers qui venaient rarement aux États-Unis. Les départements de la DEA, d'habitude, se concentraient sur des cas de drogue faciles à gérer. Le seul membre du cartel qui, à cette époque, avait été inculpé était Don Neto, et cette affaire avait été lancée par les agents des douanes à San Diego, mais s'était bloquée à cause de désaccords interagences entre la procurature, la DEA et les douanes. L'enquête a commencé en décembre 1982, quand les agents de la douane, qui s'occupaient de blanchiment d'argent, ont été informés d'un groupe de Mexicains qui faisaient de la contrebande de sommes importantes d'argent en espèces de San Diego à Tijuana. La piste a mené à une maison dans le ranch de Santa Fe, une banlieue exclusive située en haut d'une falaise avec vue sur l'océan Pacifique. Dans la maison vivaient Don Neto et les parents de Rafa. Ils utilisaient un service de recherche de personnes et un pager pour contrôler la livraison de grands lots de marijuana, héroïne et cocaïne à Los Angeles et pour transférer des millions de dollars au Mexique. Les fonctionnaires de la douane se sont tournés vers la procurature des États-Unis pour demander une ordonnance du tribunal afin d'intercepter le téléphone de la maison. La section locale de la DEA a consenti, mais les managers de niveau moyen du quartier général de la DEA ont objecté, sur la base du fait que les agents de la douane auraient dû s'occuper d'enquêtes sur la contrebande et n'avaient pas la juridiction pour gérer les interceptions téléphoniques selon les lois nationales sur le trafic de drogue. Après un mois de bataille bureaucratique, l'autorisation pour les interceptions a été obtenue, mais le 28 janvier 1983, Don Neto a quitté la ville. Quand les fonctionnaires de la douane sont arrivés à la maison, ils ont trouvé des vêtements dans l'armoire et de la nourriture sur la table. Au milieu de 1983, Kiki Camarena était déjà convaincu que Caro Quintero créait d'immenses plantations de Sinsémilla d'élite et rentables sur le plateau central. Il désirait ardemment survoler la Sierra Madre à ces conditions et a conçu un plan. Louer un avion, engager un pilote et mener sa propre reconnaissance aérienne sans pilote du gouvernement mexicain. C'était une idée radicale et Camarena le savait. Il a appelé son plan « Opération Miracle » parce que, comme il l'a dit à Kuykendall avec un sourire triste, ce serait un miracle si quelqu'un l'approuvait. Dans les mois suivants, lors des rencontres avec la direction de la DEA à Mexico, Kuykendall a promu l'idée du suivi aérien par la DEA. Il a insisté sur le fait que le département d'État sous-estimait délibérément les estimations de la production de marijuana pour tenir compte de la délicatesse de la situation diplomatique avec le Mexique.
La tension entre Mexico et le bureau de Guadalajara s'est aiguisée en particulier après que, au milieu de 1983, Ed Heath a été nommé attaché de la DEA à Mexico, lequel était complètement désorienté par la situation. De plus, selon Kuykendall, Ed Heath avait la pire forme de servilité que l'on puisse imaginer. Heath s'était lié d'amitié avec des fonctionnaires de la Procurature générale du Mexique et du quartier général de la police judiciaire fédérale, en particulier avec son directeur Manuel Ibarra. Son approche lente et prévenante envers ses irascibles collègues mexicains satisfaisait beaucoup de fonctionnaires politiques de l'ambassade américaine, mais menait à des affrontements avec les agents sur le terrain. La diplomatie a toujours été l'art du compromis, mais la plupart des agents de la DEA sur le terrain considéraient le compromis comme une route glissante, parce qu'ils comprenaient comment fonctionnait le système et de quoi étaient lubrifiés ses rouages. Anticipant les faits, je dirais que le nouvel ami d'Ed Heath, Manuel Ibarra, en 1990, comparaîtrait devant un tribunal américain pour l'affaire du meurtre de Kiki Camarena. Donc, les questions d'antagonisme entre le centre et les périphéries n'étaient pas des questions de relations personnelles. C'était, au sens littéral, des questions de vie ou de mort pour les agents, non protégés, contrairement à Ed Heath, par l'immunité diplomatique. Ainsi, durant l'été 1983, après que Camarena et Sears ont passé plusieurs mois à identifier les membres du réseau de Caro Quintero à Guadalajara, Heath a ordonné à Kuykendall d'envoyer les noms et les adresses obtenues. Heath a assuré qu'il organiserait personnellement l'arrivée d'une équipe opérationnelle fiable de fédéraux de Mexico à Guadalajara pour les perquisitions. Kuykendall n'a pas aimé l'idée, mais il n'avait pas le choix. C'était un ordre direct. Ainsi, les fédéraux immaculés sont arrivés à Guadalajara et se sont installés dans le motel Las Américas, qui appartenait, oui, vous avez bien compris, à Miguel Ángel Félix Gallardo. À ce moment-là, quand les perquisitions ont commencé à toutes les adresses, il n'y avait déjà plus personne. Camarena et ses partenaires avaient passé des mois à essayer de trouver de nouvelles adresses et numéros de téléphone des membres de la bande. En mai 1983, l'agent Pete Hernandez a abandonné, demandant son transfert au Texas. Il a dit à ses compagnons au bureau de Guadalajara qu'il voulait mettre en prison quelqu'un qui y reste. Il était fatigué des tracasseries des fédéraux mexicains. Quelques mois plus tard, Butch Sears a découvert un poste vacant en Bolivie et a postulé. Il a dit que, à son avis, la Bolivie pouvait être corrompue et arriérée, mais que les employés de l'ambassade américaine et les agents de la DEA étaient au moins là, du même côté. Il faisait référence à ses vains essais de convaincre le gouvernement d'ouvrir l'accès au compte bancaire de Gallardo, qui aurait pu faire la lumière sur le fonctionnement interne de l'organisation de trafic de cocaïne. Camarena, Hernandez et Knapp ont réussi à recruter des informateurs pour l'opération Caro Quintero avec une facilité relative. Mais cela n'est arrivé que parce que le trafic de marijuana nécessitait des milliers d'agriculteurs, de superviseurs, d'ingénieurs, de camionneurs et de gardes, et cette branche de l'activité du cartel de Guadalajara était bien visible, tout comme l'était Rafa lui-même. Mais ils n'ont même pas réussi à approcher les affaires de Félix Gallardo. Le trafic de cocaïne fini était à haute intensité de capital, mais pas à haute intensité de travail. Un homme comme El Padrino, ainsi qu'on appelait aussi Gallardo, avait besoin d'un petit groupe d'assistants de confiance pour gérer son business. Mais il devait être capable de transférer des millions de dollars dans de nombreux pays pour payer la cocaïne, les avions, les camions et les pots de vin. Sears croyait que le meilleur moyen de pénétrer les affaires de la cocaïne était d'analyser les opérations financières. Ainsi, dès le début de 1982, durant son opération Parrain, Sears a suspecté que Félix Gallardo avait acquis une part dans une banque de Guadalajara pour blanchir l'argent. Il a demandé au gouvernement mexicain les détails bancaires du narcotrafiquant, mais a reçu un refus catégorique. Plus tard, la même année, les agents de la DEA à Lima sont tombés sur un chèque circulaire de la Bank of America à San Diego. Les agents ont été surpris de découvrir que l'organisation de Félix Gallardo avait transféré 20 millions de dollars via un seul compte de la Bank of America en un mois. À ce rythme, ont calculé les agents, la bande aurait pu gagner 200 millions de dollars par an, ou même plus, considérant que les grandes opérations antidrogue avaient dispersé leurs biens dans de nombreuses banques. Tandis que les agents élaboraient leurs schémas,
les profits de la vente de cocaïne sur la côte ouest étaient récoltés et transportés par camion à Guadalajara, déposés là dans la banque de Félix Gallardo et transférés de nouveau à la Bank of America à San Diego. L'agent financier de Félix Gallardo, Tomás Vallès Corral, prélevait de l'argent sous forme de chèques circulaires de 40 ou 50 000 $ et les envoyait en Amérique du Sud pour payer les producteurs de cocaïne. Les chèques soldés sont devenus des informations inestimables pour la DEA. Maintenant, ils savaient d'où Gallardo tirait la cocaïne. Certains chèques avaient été encaissés dans des villes peu connues dans les jungles de Colombie, certains dans les Andes péruviennes, certains à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. 4 chèques d'une valeur de 200 000 $ ont fini en Suisse entre les mains de Roberto Suárez Jr., représentant de la célèbre famille bolivienne de la cocaïne. Sears et Kelly ont apporté des copies des chèques soldés à Mexico pour les montrer aux représentants des autorités de régulation bancaire et aux fonctionnaires des douanes mexicains. Ils ont demandé encore une fois l'accès aux rapports bancaires mexicains qui, à leur avis, auraient pu révéler des informations sur les partenaires et les investissements de Félix Gallardo, et encore une fois, la demande a été rejetée. Sears espérait que quelqu'un à l'ambassade soulèverait la question lors de rencontres de haut niveau, mais tout le monde s'est tu. Et pourtant, il était si proche de la vérité. En réalité, ses calculs de 20 millions de dollars par an étaient loin de la réalité. Il est difficile à croire, mais d'ici 1985, les profits des narcotrafiquants mexicains tirés de la vente de cocaïne et de sinsémilla dépassaient les 5 milliards de dollars par an. Et l'intermédiation des banques n'était pas la dernière cause d'un tel niveau de profit. En fait, les banques ont joué un rôle décisif dans l'expansion internationale du commerce mexicain. Ce fut un changement technologique significatif. Il fut aussi important qu'apprendre à cultiver la sinsémilla. Les narcotrafiquants transféraient de l'argent de manière rapide et efficace entre les pays. C'était fini ces jours tourmentés où il fallait porter des valises pleines d'espèces et attendre dans des bars et des hôtels des livraisons tendues. L'humeur de l'agent Sears s'est améliorée brièvement quand un informateur lui a transmis les fréquences radio que le réseau de communication de Félix Gallardo utilisait pour gérer avions et camions. Le bureau de Guadalajara de la DEA s'est tourné vers la station de la CIA à Mexico pour demander la création d'un système de surveillance du trafic radio, mais n'a reçu aucune réponse. Donc, les agents ont acheté de manière autonome l'équipement dans un magasin Radio Shack aux États-Unis et ont assemblé leur propre système de surveillance. Sears a dit que ce fut la goutte qui a fait déborder le vase, et il s'est envolé pour la Bolivie peu avant Pâques 1984. L'agent Knapp, qui avait remplacé Sears, a reçu des informations selon lesquelles un grand lot de cocaïne arrivait à Guadalajara et que Félix Gallardo devait y apparaître en personne. Le quartier général fédéral à Mexico a consenti à envoyer une autre équipe fiable d'agents. Encouragé, Knapp a attendu que les fédéraux prennent Gallardo en flagrant délit, mais, comme vous pouvez l'imaginer, la livraison n'est jamais arrivée et Félix Gallardo n'est pas apparu. Entre-temps, aux États-Unis, tout allait encore bien. Membres du Congrès et journalistes n'avaient jamais entendu parler de l'empire de la cocaïne en expansion de Gallardo ou des gigantesques plantations de marijuana qui finançaient Rafa et Don Neto. L'administration Reagan est restée silencieuse. Le 22 juin 1983, Dominique DiCarlo, secrétaire d'État adjoint pour le Bureau des Affaires internationales de la drogue, a présenté un rapport encourageant, louant les efforts du Mexique pour l'éradication de la marijuana et de l'opium. Selon DiCarlo, le programme mexicain avait eu un tel succès que les producteurs, en réponse, avaient planté des champs minuscules, plus isolés et difficiles à atteindre. Dans les champs de marijuana que Camarena et ses partenaires trouvaient dans le désert, il n'y avait rien de minuscule et difficile à atteindre. Mais DiCarlo n'a pas du tout mentionné ces grandes plantations ouvertes. La position du département d'assistance antidrogue du département d'État à Mexico était que les champs désertiques étaient une anomalie. Leur priorité était l'opium. Et à Sinaloa, une région où la culture de pavot et de marijuana était une entreprise très difficile en raison du terrain et du risque de surveillance aérienne. Pendant ce temps, les agents de la DEA à Guadalajara ont découvert une autre grande plantation dans le désert, 200 acres de sinsémilla à Zacatecas. Ils ont averti les fédéraux qui ont envoyé un rapport avec des photos de la destruction complète des plantations. Par la suite, 2 informateurs ont rapporté aux agents de la DEA que la marijuana avait été en réalité soigneusement récoltée et empaquetée par les soldats de l'armée mexicaine. Et ainsi,
Tandis que les agences américaines résolvaient les problèmes sur le continent sud-américain, tandis qu'elles se déchargeaient de la responsabilité les unes sur les autres et se battaient sur les fronts de la guerre froide contre les communistes, d'ici janvier 1984, la saisie de marijuana le long de la frontière sud-ouest avait augmenté de 5 fois par rapport à 1980. Si quelqu'un ne perdait pas de temps, c'étaient les quasi-déracinés, selon les rapports du gouvernement mexicain, les entrepreneurs narcotrafiquants du cartel de Guadalajara. Aux frontières, il y avait un nombre catastrophiquement bas de douaniers et encore moins d'agents de la DEA. Les demandes au centre de renforcer la frontière n'ont reçu aucune réponse. Quelques mois plus tard, le bureau de Tucson a effectué la plus grande saisie en 10 ans, 2 camions avec de la marijuana pour un poids total de près d'1 tonne. Plus ou moins à cette période, au début de 1984, l'enquête de Kiki Camarena a enregistré un tournant important. Un informateur a révélé que les trafiquants de Guadalajara avaient formé un syndicat pour financer des milliers d'acres de plantations de marijuana Sinsemilla à Chihuahua. La liste représentait littéralement le top 30 de l'industrie mexicaine de la drogue. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan Nepomuceno Guerra et 21 autres noms, chacun desquels Kiki connaissait. Camarena a commencé à creuser plus profondément. En violation de l'accord entre les États-Unis et le Mexique, qui interdisait la surveillance de l'espace aérien par des agents américains, Camarena a engagé le capitaine Alfredo Zavala Avelar, un ancien pilote militaire mexicain, pour survoler l'État de Chihuahua afin de voir personnellement les champs de marijuana. Et ils étaient là. De retour au consulat, Camarena et Kuykendall ont rédigé de nombreux télégrammes sur leur découverte. Selon les documents du dossier Camarena, lui et ses informateurs ont rapporté que Felipe Aparicio Núñez, directeur de la DFS, et Guadalupe Gutiérrez, général de la police fédérale, non seulement prenaient de l'argent pour fermer les yeux, mais investissaient dans les entreprises de culture de marijuana à venir. Un informateur a affirmé avoir vu Aparicio Núñez retirer personnellement 50 millions de pesos d'un transporteur pour Rafael Caro Quintero. Un autre informateur a raconté que Gutiérrez était prêt à accueillir les trafiquants de drogue sur son territoire et à leur fournir tout type d'assistance. De plus, quand Camarena et Knapp ont parlé avec le général Gutiérrez de ses rapports avec les trafiquants de drogue, il a déclaré ouvertement aux Américains « Ils viennent et te font une offre », a rappelé Knapp les mots du général « Nous deviendrons riches ou nous tuerons, donc il vaut mieux être riche que mort ». À la fin de mai, le vice du confiant Ed Heath du bureau central, Walter White, a informé Camarena et Kuykendall que les fédéraux étaient au courant des plantations de Zacatecas et projetaient de faire un raid. D'un coup de téléphone, Kuykendall a conclu que Heath, comme d'habitude, avait informé le quartier général de la police judiciaire fédérale et son ami Ibarra. Peu après, les fédéraux, guidés par le commandant Ibarra, ont envahi les plantations. 20 tonnes de marijuana ont été confisquées sur 150 acres de champs. Selon les journaux mexicains, Ibarra a annoncé que 177 personnes avaient été arrêtées en relation avec l'affaire, mais, comme d'habitude, parmi les arrêtés, il n'y avait aucun nom significatif de cette liste. Le raid a fini sur les titres des journaux mexicains, mais Camarena était découragé par le maigre, butin, par rapport à ce qui, à son avis, se trouvait là, et ce qui était pire, le cartel de Guadalajara savait maintenant qui était Kiki Camarena et à quoi il ressemblait. Ayant violé une règle, qui interdisait de survoler les plantations seul, Camarena en a violé une autre, qui interdisait de travailler sous couverture. Fatigué des incessantes plaisanteries des fédéraux, Kiki, sous couverture, s'est rendu à la plantation de Zacatecas, a regardé autour et a demandé à un informateur de le présenter à l'ami de Rafa, Emmanuel Chavez, qui, plus tard, a été arrêté, mais après un certain temps a été libéré. Chavez avait vu Camarena avec les fédéraux durant l'arrestation et très probablement, c'est lui qui a rapporté à Rafa qui était Kiki. Mais Kiki était déjà inarrêtable. Il a trouvé de nouveaux informateurs parmi les commerçants et les paysans liés aux champs et au milieu de l'été 1984, les agents de la DEA ont appris que Caro Quintero et ses compagnons fondaient d'autres grandes plantations dans les États désertiques de Chihuahua, Sonora et Basse-Californie. Rafa, pendant ce temps, ne se limitait en aucune manière en raison de l'attention indésirable à sa personne de la part des intrusifs américains. Il a acheté des dizaines de ranchs et de villas dans tout le Mexique septentrional et central.
Il a acheté 25 acres de terre dans une riche banlieue de Guadalajara pour 4 millions de dollars en espèces. Autour du périmètre de la propriété, il a érigé un mur de béton haut de 5 mètres et a jeté les fondations pour la construction d'une luxueuse résidence. Quand cette villa ostentatoire a été construite, tout le monde à Guadalajara pouvait voir que Rafael Caro Quintero n'était pas un criminel. Les criminels se cachaient dans des trous, tandis que Rafael Caro Quintero vivait où il lui plaisait. Mais l'article de journal même sur le raid avec la saisie de 20 tonnes à Zacatecas a eu un certain effet, mais ce ne fut pas l'activité de la section de Guadalajara de la DEA qui l'a causé, mais l'augmentation constante, pratiquement exponentielle, des saisies de marijuana le long de la frontière américaine. La marijuana et l'héroïne mexicaine étaient disponibles dans tout le sud-ouest américain et les prix étaient bas. Ce fait indéniable rendait invraisemblables les déclarations du gouvernement mexicain sur la destruction massive des plantations. Les registres de vol des hélicoptères pulvérisateurs américains, compilés par la Procurature générale du Mexique, ont montré que les hélicoptères ne volaient que 25% du temps. Pendant de nombreuses années, il n'avait pas été adéquatement entretenu, le stock de pièces de rechange était vide et les informateurs, qui travaillaient dans différentes sections de la Drug Enforcement Administration au Mexique, rapportaient que les herbicides étaient dilués avec de l'eau ou même jetés dans le désert. Ed Heath a commencé à promouvoir l'idée que le programme mexicain d'éradication de la drogue nécessitait de toute façon l'intervention de la DEA. Les représentants du département d'État à Washington sont arrivés aussi à la conclusion que des mesures décisives étaient nécessaires. Mais l'ambassadeur Gavin, préoccupé par la crise de la dette du Mexique et qui cherchait à refroidir les relations du Mexique avec le Nicaragua, était contraire à des changements radicaux dans la campagne mexicaine contre la drogue. Finalement, un accord a été atteint entre les agences selon lequel l'ambassade demanderait au gouvernement mexicain de permettre aux agents observateurs de la DEA de survoler les champs de pavot ou de marijuana qui devaient être pulvérisés, afin que les États-Unis puissent vérifier indépendamment les affirmations de destruction des cultures. Ed Heath a appelé le projet « Opération Avant-Garde ». À première vue, le plan Avant-Garde rappelait l'opération Miracle de Kiki Camarena. Mais Camarena soutenait que les pilotes de la DEA devaient piloter des avions avec la possibilité de contrôler le vol. Dans le plan de Heath, en revanche, les avions et les pilotes étaient mexicains et les agents de la DEA étaient des passagers sans droit de contrôle du vol. Quand Camarena a entendu parler des pilotes mexicains, selon Kuykendall, il n'a pas voulu avoir affaire au projet. Les avions sont partis pour le premier vol le 1er novembre 1984. Les agents de la DEA à bord ont confirmé les pires soupçons des agents de Guadalajara. La marijuana et l'opium poussaient plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Et, à l'automne de la même année 1984, dans les rues de Guadalajara, a éclaté une guerre entre bandes. Des trafiquants rivaux se tendaient des embuscades et à la police sur des boulevards et des cafés. Pour les agents américains, le cours des événements confirmait. Le gouvernement mexicain renonçait à toute prétention de contrôle sur la criminalité liée à la drogue. Victor Wallace, qui avait remplacé Butch Sears envolé pour la Bolivie, est arrivé à Guadalajara en septembre 1984. À peine arrivé en service, Kuykendall et Kiki l'ont fait asseoir et lui ont conseillé de ne jamais se détendre. Guadalajara n'est pas l'Amérique, où chaque bandit sait « si tu tues un policier, les choses se compliquent ». Le 10 octobre, la voiture garée de l'agent Roger Knapp a été touchée par des balles. Knapp était sûr que c'était l'œuvre de Félix Gallardo. C'était précisément dans cette voiture que Knapp avait surveillé Gallardo un couple de mois plus tôt, quand il avait été tiré de la voiture par la force et interrogé par les gardes du corps d'El Padrino qui avaient découvert son badge. Déjà au début de l'année, Félix Gallardo avait démontré qu'il était au courant de l'opération Parrain et de la plus grande attention à ses comptes bancaires et que cela ne lui plaisait pas. Le 28 mars, un ancien commandant des forces fédérales a rendu visite à Camarena avec un message de la part de Gallardo. Il disait qu'il serait sage pour les agents de la DEA de laisser enfin en paix M. Félix, qui était un homme d'affaires honnête, et qu'il serait mieux pour eux de chasser Rafael Caro Quintero. Mais la DEA a intensifié les enquêtes, non seulement au Mexique, mais dans tout le Sud-Ouest.
En juin 1984, le bureau de la DEA de Guadalajara a reçu un tuyau qui a conduit leurs collègues agents à Los Angeles dans une chambre de motel à Anaheim. À l'intérieur ont été trouvés 4 millions de dollars en espèces avec des traces de cocaïne. Des fragments de documents trouvés dans la chambre ont mené à des comptes bancaires à San Isidro, Laredo et El Paso, contrôlés par Tomás Valles Corral. Les agents de la DEA ont réussi à confisquer 13 millions de dollars liés à l'organisation de Gallardo, mais ils ne se faisaient pas d'illusions sur ce qu'ils avaient obtenu. Ce que nous avons ici, ce sont des broutilles, a dit l'agent Scott Adams du bureau de la DEA d'El Paso. En août, les vice-shérifs du comté de Gila, en Arizona, ont saisi 600 livres de cocaïne, dont les traces étaient liées au réseau de Félix Gallardo. Une telle quantité de cocaïne aurait rapporté 30 millions de dollars ou même plus sur le marché de gros de Los Angeles. La Drug Enforcement Administration n'avait eu aucun rôle dans cette saisie. Un policier d'État fatigué et sa femme coupaient du bois, ont vu un avion atterrir et ont suspecté quelque chose d'étrange. Et après, se sont tournés vers les forces de l'ordre. Néanmoins, Félix Gallardo, apparemment, a blâmé la DEA. Roger Knapp a senti que circulaient des rumeurs selon lesquelles les gringos étaient dans de gros problèmes, et aussi tous ceux qui avaient été vus avec eux. Quand sa voiture a été touchée, Knapp a supposé que Félix Gallardo avait préventivement convenu de l'avertissement avec de hauts fonctionnaires de la police fédérale. Premièrement, sur le lieu est arrivée presque aussitôt la police en uniforme. D'habitude, il mettait une demi-heure pour arriver à un appel. Et est apparu aussi le commandant Flores de la police fédérale. Knapp a décidé qu'il vérifiait que personne n'avait été blessé. Après que la police soit partie, Knapp a appelé Mexico et a rapporté l'incident à Walter White, le vice de Heath. Peu après, White a rappelé et a dit que le quartier général voulait que Knapp retourne aux États-Unis le plus tôt possible. Knapp ne voulait pas du tout s'en aller. Il avait accompli un énorme travail d'enquête sur l'activité de l'organisation de Félix Gallardo. Finalement, cela commençait à porter ses fruits. Il avait la sensation qu'un tournant était imminent. White a parlé de nouveau avec le quartier général et a obtenu une suspension. Mais le lendemain, Knapp a appris que le bureau de la DEA de Los Angeles avait saisi 200 kg de cocaïne, qui apparemment appartenait à Gallardo. La saisie a eu lieu seulement quelques heures après la fusillade contre la voiture de Knapp. « Il est temps d'y aller », a dit Knapp à sa femme. Lui n'avait eu aucun rôle dans cette saisie, mais les tueurs à gages de Félix Gallardo ne le savaient pas. Les agents restants étaient trois, James Kuykendall, Kiki Camarena et le nouveau arrivé, Shaggy. L'ambassadeur Gavin a rendu visite au procureur général Sergio Garcia Ramirez et au ministre de l'Intérieur Manuel Bartlett Diaz. Il a porté le message que, si à l'agent de la DEA il arrivait de nouveau quelque incident désagréable, comme avec Knapp, les États-Unis le considéreraient comme un fait extrêmement grave avec des conséquences très profondes et à très long terme. Kuykendall était furieux. Il estimait que l'ambassadeur aurait dû faire un scandale, mais cela n'est pas arrivé. Et ainsi, par leurs actions, ils avaient dans un sens lâché la bride aux narcotrafiquants. On pouvait menacer et l'agent rentrait chez lui. Il devait arriver quelque chose de grave, a dit désespéré Kuykendall. Kiki était d'accord avec lui dans les prévisions pessimistes, mais aucun des deux n'avait l'intention de s'en aller. D'autant plus que récemment, le pilote Zavala lui avait parlé du Ranch Buffalo, le projet principal de Rafael Caro Quintero. Selon les rumeurs, c'était un incroyable projet d'investissement, pour lequel s'étaient unis plusieurs des plus gros bonnets, et pas seulement dans le domaine du trafic de drogue. Les vols au-dessus du champ sans la permission des propriétaires étaient interdits, et pour son entretien était nécessaire une quantité colossale de personnel de service, qui arrivait de partout, de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Jalisco, Chiapas et même du Guatemala. Kiki et Kuykendall ont rapporté la découverte au quartier général, et il s'est avéré qu'au moins 3 bureaux de la DEA de différentes parties du Mexique avaient aussi entendu parler de Buffalo. Heath a transmis cette information à la Procurature générale du Mexique. Quelques jours plus tard est arrivée la réponse officielle que l'information ne correspondait pas à la vérité. Dans le désert, il n'y avait rien. Alors Heath a fait pression sur la Procurature générale et sur le quartier général des fédéraux. Finalement, les autorités mexicaines ont consenti à rassembler une équipe de raid. À la nuit tombée du 6 novembre, des représentants de la police fédérale, de la Procurature générale et de l'armée ont rencontré un groupe d'agents de la DEA et ont planifié l'attaque. Le lendemain matin, très tôt, ils transféreraient les troupes dans le désert de Chihuahua.
Le commandant Aldana Ibarra dirigerait l'équipe d'assaut. À l'aube, les incursionnistes se sont dirigés vers Chihuahua, près du village de Buffalo. Les forces de l'ordre mexicaines et américaines à bord des hélicoptères ont vu des champs irrigués, des baraquements et des hangars pour le séchage, larges de 30 à 50 pieds et longs de 300 à 400 pieds. Il a fallu 2 jours aux incursionnistes pour reconnaître la zone. Les dimensions du projet étaient stupéfiantes. Le gouvernement mexicain a confisqué et détruit de 5 à 10 000 tonnes de sinsémilla de haute qualité. Il y avait 5 zones de culture, 25 à 30 séchoirs, la plupart d'entre eux grands comme un terrain de football. Cette capture a établi un nouveau record mondial. Personne n'avait jamais vu autant de marijuana en un seul lieu. Les champs étaient irrigués avec de l'eau pompée par des puits profonds, étaient bien fertilisés et travaillés avec les plus récentes technologies agricoles intensives et hautement technologiques. Dans ce lieu, il y avait beaucoup plus de marijuana qu'on ne pouvait en cultiver dans les champs, ce qui a mené les agents à conclure que le complexe de Chihuahua était un centre de stockage et de traitement de la marijuana cultivée dans tout le Mexique. Divers informateurs ont rapporté aux agents que le complexe appartenait à un syndicat créé par Rafael Caro Quintero. Par la suite, Caro Quintero a confirmé que le complexe était de sa propriété et s'est plaint d'y avoir investi 20 millions de dollars. Les représentants de la DEA ont estimé que si la marijuana avait été vendue dans la rue, elle aurait rapporté plus de 2,5 milliards de dollars. Dans 3 parcelles ont été trouvés environ 7000 paysans effrayés. Ils avaient été embauchés en offrant une somme énorme de 2500 pesos par jour, environ 6 dollars, pour travailler dans les champs. Les misérables vivaient dans des conditions horribles. Des gardes armés veillaient à ce qu'ils ne s'échappent pas, et ceux qui essayaient étaient fusillés avec des mitrailleuses. Les travailleurs étaient nourris avec des pommes de terre, des tortillas acides, des haricots durs et du café. Certains d'entre eux ont raconté que, vers minuit, environ 5 heures avant le débarquement des troupes gouvernementales, leurs superviseurs sur le champ ont reçu la nouvelle de l'approche des troupes et ont ordonné aux travailleurs de partir. Mais ils ne pouvaient pas aller loin. Ils n'avaient pas de moyens de transport et avaient très peu de provisions. Certains d'entre eux ont erré pendant 3 jours dans le désert sans nourriture ni eau jusqu'à ce qu'ils soient trouvés. Selon les agents de la DEA, parmi les arrêtés, il y avait 5 hommes en service dans la police fédérale. Les fonctionnaires du département d'État se sont montrés sceptiques sur cette affirmation, mais il ne pouvait y avoir aucun doute sur la fuite d'informations sur le raid aux narcotrafiquants, car cela aurait signifié qu'au plus haut niveau du gouvernement mexicain existait au moins un agent double. La réunion préparatoire pour le raid s'est terminée tard dans la nuit du 6 novembre et y ont participé beaucoup de personnes, officiers de l'armée, la haute direction de la Procurature générale et divers commandants du renseignement. Selon les témoignages, il a été dit aux travailleurs de se disperser à minuit du 7 novembre, ce qui signifie que les narcotrafiquants ont été avertis de l'événement presque aussitôt après la fin de la réunion. Selon un rapport du Congrès, il était aussi alarmant le fait que les camions-citernes qui auraient dû ravitailler les hélicoptères avaient été envoyés au mauvais endroit. À cause de cette prétendue erreur, le raid a été presque annulé. Les dimensions des complexes de Chihuahua ont mis en crise les statistiques du gouvernement américain. En 1983, les analystes américains ont conclu que, aux États-Unis, étaient consommées de 12 à 15 000 tonnes de marijuana. Ici, en un seul lieu, il y avait au moins un tiers de cette somme. Le quartier général de la DEA, le département d'État et l'ambassade ont finalement écouté ce que Camarena et ses compagnons essayaient de leur faire comprendre depuis 1982. Les plantations existaient. Les photos ont fait sensation. Premièrement, s'est développé un terrible drame humain avec les travailleurs, dont certains sont morts de soif. Deuxièmement, le gouvernement a commencé à comprendre. Le principal atout dans la manche des narcotrafiquants n'était pas le secret, mais l'intimidation et les pots de vin. Beaucoup de pots de vin. Ed Heath a défini le raid de Chihuahua le plus grand succès de la DEA, et ainsi aurait dû être. Mais Kuykendall était affligé par le fait que Camarena n'avait pas reçu le même honneur pour les plantations précédemment découvertes par Caro Quintero dans les États désertiques. Il l'avait nommé pour un prix en mars 1984, mais les mois ont passé et le prix ne lui a jamais été remis. Il lui serait remis à titre posthume. Et Kuykendall comprenait aussi qu'il devrait subir l'assaut des narcotrafiquants furieux pour les grandes pertes, simplement parce que Caro Quintero savait ils étaient les responsables de ses précédentes pertes à Zacatecas,
San Luis Potosí et Sonora. Kuykendall a demandé de nouveau des passeports diplomatiques et des renforts, mais n'a rien obtenu de tout cela. Peu après, l'opération cocaïne de Félix Gallardo a subi des pertes encore plus importantes de la main des forces de l'ordre américaines. En peu de temps, le 17 novembre, les autorités californiennes ont saisi 3 700 000 $ en espèces liés au réseau de Félix Gallardo. Le 26 novembre, le vice-shérif du comté de Mojave, en Arizona, est tombé par hasard sur un petit avion garé sur une piste déserte et a jeté un œil à l'intérieur. Le compartiment de chargement était plein de 700 boîtes, enveloppées, comme à Noël, dans du papier aluminium rouge, blanc et vert. Dans les boîtes, il y avait environ 1500 livres de cocaïne. L'avion a été identifié par un informateur comme celui de Félix Gallardo. La découverte de la cocaïne est passée presque inaperçue dans la presse américaine. Mais Kuykendall, Camarena et Wallace se sont beaucoup agités pour ces saisies. Gallardo avait perdu de la cocaïne pour 10 millions de dollars. Ils ont supposé qu'il enverrait un autre avertissement, tirerait sur une autre voiture ou, peut-être, ferait exploser le consulat. Et ils avaient raison. Bien que toutes ces saisies soient arrivées sans la participation du bureau de Guadalajara, les Sinaloéens se sont beaucoup fâchés. Selon les témoignages au tribunal, Mata, Félix Gallardo et Caro Quintero se sont réunis pour décider quoi faire avec les Américains. Dans les documents du tribunal est indiqué: les membres de l'organisation, dont Mata Ballesteros, se sont rencontrés et ont discuté de l'agent de la Drug Enforcement Administration responsable de la saisie. Puis les trafiquants de drogue ont tenu une autre réunion, dans laquelle ils ont proposé d'effrayer l'agent une fois confirmée son identité. L'identité a été établie assez rapidement, pas en dernier grâce aux mêmes photos de la plantation qui, évidemment, étaient arrivées à eux via des amis dans la police. En janvier 1985, 2 chercheurs du comité de la Chambre des représentants pour les affaires étrangères se sont rendus au Mexique. Kuykendall et Camarena pensaient pouvoir les atteindre et que le gouvernement entreprendrait enfin quelque action. Mais les enquêteurs leur ont conseillé de se tourner vers la presse pour dénoncer la corruption locale. Le département d'État ne prendrait pas de mesures drastiques puisque le Mexique était stratégiquement important. Que doit-il arriver alors? A dit tristement Camarena. Quelqu'un doit-il mourir pour qu'il fasse quelque chose? Et c'est à peu près ce qui est arrivé. Le 7 février 1985, Camarena est sorti du consulat américain à Guadalajara pour déjeuner avec sa femme. Il s'est approché de son pick-up quand 5 hommes ont pointé leurs pistolets sur lui. Kiki a levé les mains derrière la tête et a été poussé dans la voiture. Sa femme, ne le voyant pas revenir, a appelé le poste de police. Plus ou moins à la même période, a disparu le pilote Alfredo Zavala, qui, selon les témoins, a été poussé dans une voiture par des hommes armés de la même manière. Et, comme Kiki l'avait prédit, sa mort a servi de catalyseur. Le 12 février s'est tenue une conférence de presse où l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, John Gavin, a annoncé qu'Enrique Camarena Salazar, un agent américain de la DEA, avait été kidnappé à Guadalajara. Il a déclaré aussi publiquement que le soupçon tombait sur 75 importants trafiquants de drogue qui dirigeaient 18 bandes au Mexique et que Guadalajara était le centre opérationnel pour le trafic international de drogue. Rafael Caro Quintero, à la même période, a quitté Guadalajara dans une direction inconnue avec l'assistance d'un haut officier de la police fédérale. Le 17 février, à la frontière entre États-Unis et Mexique, par ordre du gouvernement de l'Union américaine, a commencé une opération unilatérale d'interception avec une inspection minutieuse des personnes et des véhicules du côté mexicain. Le gouvernement mexicain a pris connaissance de cette mesure et l'a jugée injuste. L'opération a duré jusqu'au 25 février, mais Kiki ne se trouvait nulle part. Ainsi a commencé une âpre confrontation entre les gouvernements des 2 pays. Les États-Unis voulaient que le kidnapping de leur agent soit enquêté, puisque les fonctionnaires états-uniens étaient au courant de la corruption de beaucoup d'autorités mexicaines et craignaient que cet acte reste impuni. Les Mexicains, évidemment, assuraient que le Mexique n'était pas une base pour le trafic international de drogue et niaient que leurs forces de l'ordre aient des liens avec la narcomafia. Et puis, ils ont pris une position défensive, insistant sur le fait que durant toutes ces années, leur politique d'éradication de la toxicomanie avait donné des résultats reconnus, qui avaient tant réjoui les politiciens des États-Unis. Toutefois, les noms des plus grands trafiquants de drogue ont été prononcés par la partie mexicaine. José Ramón Mata Ballesteros, Miguel Ángel Félix Gallardo,
Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa Moreno et Ernesto Fonseca Carrillo. Le 6 mars 1985, dans un ranch dans l'État de Chihuahua, appartenant à un ancien député local, ont été découverts les corps de Camarena et Zavala. Kiki a survécu pendant 2 autres jours après le kidnapping et, très probablement, a été enterré ailleurs puis déposé dans le ranch où, auparavant, avait été fusillé un groupe de personnes. Ses mains et ses pieds étaient liés, sur son corps il n'y avait pas un seul point indemne, et un bâton lui avait été enfoncé dans le rectum. La cause de la mort fut un coup contondant qui lui avait fracassé le crâne. Le meurtre de Kiki Camarena fut la goutte d'eau qui a fait déborder la patience des États-Unis, et ils étaient prêts à utiliser tous les moyens pour empêcher que le meurtre de leur agent reste impuni. Serait exercer une pression sur le gouvernement mexicain afin qu'il prenne des mesures contre les responsables directs du meurtre, les leaders du trafic de drogue, ainsi que contre la police et le réseau politique qui les protégeait. Et ils ont commencé de longues recherches d'un bouc émissaire, qui ont mené aux conséquences les plus inattendues. D'abord a été licencié l'ancien ami d'Ed Heath, Aldana Ibarra, pour des motifs personnels non divulgués. Puis, sous enquête pénale, a fini ce général qui avait aidé Caro Quintero à s'enfuir. Et à sa place, a pris le relais Florentino Ventura, un homme d'une honnêteté cristalline, qui un jour avait arrêté le Sicilien Falcone. Lui, l'un des rares, les Américains lui faisaient confiance. L'État s'est graduellement tourné contre les narcotrafiquants. Rafael Caro Quintero s'est enfui du Mexique avec la complicité d'agents de la police judiciaire fédérale le 12 mars, 5 jours après la découverte des corps de Camarena et Zavala. Il s'est rendu au Costa Rica avec sa petite amie Sara Cosio, nièce de l'important politicien de Jalisco, Guillermo Cosio Viduri, qui par la suite deviendrait gouverneur de l'État. Avec l'aide de Mata Ballesteros, Rafa s'est installé dans ce pays centra-américain, mais le plaisir a duré peu. Il était chassé par toute la DEA, et ils l'ont découvert précisément à cause de Sara. Elle a téléphoné à ses parents pour les informer d'elle et Rafa, et, par bonne volonté, l'appel, évidemment, a été aussitôt intercepté. Le 4 avril 1985, il a été arrêté par la police du Costa Rica et le commandant Florentino Ventura. À la suite du scandale, dans la presse mexicaine ont commencé à être publiées des informations sur les activités et la richesse de Caro Quintero. Il était décrit comme le chef d'une armée de trafiquants de drogue armés dont la force était estimée à 1000 hommes, propriétaire de 36 maisons à Guadalajara et d'autres propriétés à Zacatecas, Sinaloa et Sonora, ou actionnaire de 300 entreprises à Guadalajara. Sa fortune était estimée à 100 milliards de pesos. Rafa lui-même a raconté avoir commencé sa carrière à l'âge de 28 ans comme trafiquant de drogue, cultivant de la marijuana dans de petites parcelles à Badiraguato. Puis, il s'est installé à Guadalajara et après a déplacé les affaires à Chihuahua. Il a demandé à être jugé seulement comme trafiquant de drogue, pas comme assassin. Mon premier problème avec la loi est arrivé quand je suis né. J'ai toujours travaillé dans la montagne où il n'y avait pas de loi, racontera Rafa plus tard. Même la vie privée de Caro Quintero est devenue de domaine public. Il a été rapporté qu'il avait kidnappé la jeune fille de 17 ans, Sara Cosio, qu'il avait cherché à courtiser et l'avait emmenée par la force au Costa Rica. Il a nié que c'était un kidnapping, a assuré que ses parents étaient au courant et qu'il leur avait même offert des voitures. Selon des rumeurs, pour cela il a été torturé et contraint de rétracter ses paroles sur la famille Cosio. Le 12 décembre 1989, il a été condamné à 92 ans de prison pour le meurtre de Kiki Camarena et une série d'autres crimes dont l'implication a été prouvée grâce à l'enquête de Kiki. En 2013, à cause d'incohérences procédurales, il a été libéré. Une récompense de 20 millions de dollars a été immédiatement mise sur sa tête. En 2016 et 2017, Rafa, en fuite, donnera 2 interviews à des journalistes, dans lesquelles il niera avoir n'importe quel lien avec l'actuel cartel de Sinaloa et la guerre entre bandes, et dira vouloir seulement la paix. Pendant près de 9 ans, durant lesquels il fut en liberté, Caro Quintero, toutefois, est apparu dans sa patrie historique et fut impliqué dans d'ardentes disputes pour le contrôle de divers territoires à Sonora et Basse-Californie contre le groupe Los Chapitos, les fils de Joaquín El Chapo Guzmán. Le 15 juillet 2022, il a été de nouveau capturé de manière épique et envoyé à Altiplano, d'où actuellement les États-Unis cherchent à l'extrader sur leur territoire.
Quelques jours plus tard, en 1985, le gouvernement a porté un autre coup dur à la structure dirigeante de Guadalajara. À Puerto Vallarta, dans la maison appartenant au directeur de la police municipale Amaya, Candelario Ramos, a été arrêté Don Neto. Il a déclaré que c'était Rafa qui avait kidnappé Camarena pour parvenir à un accord avec lui, qu'il avait vu l'agent mourir puisqu'il avait été battu par Rafa et 2 de ses assistants et qu'il s'était fâché quand il avait vu le corps sans vie de Camarena et avait donné une gifle à Rafa. Don Neto a été condamné à 40 ans et en 2016, pour des raisons de santé, il a été libéré en résidence surveillée. Actuellement, il a 93 ans. L'astucieux Mata Ballesteros est resté au Honduras jusqu'en 1988, pays qui n'extradait pas les criminels. Mais le 5 avril 1988, il a été illégalement retiré de chez lui et transporté aux États-Unis en 1 jour. Cela a déclenché des troubles dans son pays natal, et pendant un certain temps, les autorités ont même dû imposer la loi martiale. Dans le système judiciaire états-unien, il a traversé tous les cercles de l'enfer. On lui a offert un accord pour livrer le président du Panama, mais il n'a pas accepté. Les juges ont reconnu que Mata avait été illégalement emporté de sa patrie, mais ont dit que cela n'influencerait pas le moins du monde le procès. Le cas de Mata est maintenant cité comme précédent qui justifie l'enlèvement de suspects depuis l'étranger. Les accusations contre lui se basaient sur des témoignages de douteux témoins qui avaient passé un accord avec le ministère public. Il fut enfermé dans la prison la plus horrible des États-Unis, et son cas fut utilisé pour menacer les narcotrafiquants. Si vous ne faites pas d'accord, disaient les juges, vous finirez comme Mata Ballesteros. Peut-être le fait est aussi qu'il collaborait avec la CIA, et en mars 1988, les Contras et les Sandinistes ont signé un armistice, ce qui signifiait que les services de transport et l'argent de la cocaïne de la CIA n'étaient plus nécessaires. Pour cela, il fut liquidé. La trace de la CIA se retrouve aussi dans le cas de Kiki Camarena, dans lequel tout n'est pas si simple. Il existe une version selon laquelle, durant les enquêtes, l'agent de la DEA a découvert ce qu'il n'aurait pas dû savoir. La CIA sponsorisait les contrats avec l'argent de la cocaïne, et à Cabar, complètement sous le contrôle de Caro Quintero, se trouvait un camp d'entraînement, lui aussi sponsorisé par lui, mais avec la pleine connaissance et l'inconditionnelle protection de la CIA. En ce sens, la DEA et la CIA étaient des organisations concurrentes, et leurs intérêts étaient opposés. En 2013, une enquête sur la piste CIA dans le meurtre de Kiki a été rendue publique. 2 informateurs présents à ces événements ont identifié indépendamment l'agent de la CIA Félix Rodriguez, connu aussi sous les noms de Gato Félix, Lazaro, Félix Ramos Medina et Max Gomez. Très probablement, l'enregistrement des tortures professionnelles de Camarena fut fait précisément par lui. C'était un personnage à tous égards remarquable, presque de culte. Rodriguez a figuré dans toutes les opérations de la CIA en Amérique du Sud, et en 1967, sous couverture dans la peau d'un major de l'armée bolivienne, il a participé à la capture et à l'interrogatoire de Che Guevara. Et puis, c'est précisément lui qui a donné l'ordre de fusillade. Dans le documentaire Le Dernier Narco, les gardes du corps de Don Neto, anciens agents de la DEA, la veuve de Kiki et beaucoup d'autres impliqués dans ce cas, rendent des témoignages qui s'unissent dans un cadre unitaire. Rodriguez a participé directement aux tortures de Kiki et a posé des questions relatives à l'activité de Guadalajara, dont le but final était le financement des contrats nicaraguayens. Aucun ranch Buffalo n'avait rien à voir là-dedans. En réalité, l'ordre d'éliminer Kiki provenait de ses propres supérieurs. Jack Lone, ancien chef de la DEA, et l'agent spécial en retraite Jack Taylor, qui a enquêté sur le meurtre, ont déclaré que la CIA, évidemment, n'était pas impliquée dans la mort de Camarena. Lone a déclaré aussi que c'était une fable indigne des personnes qui servent dans la DEA. Un représentant de la CIA a dit à la presse « Il est ridicule même d'imaginer que la CIA ait quelque chose à voir avec le meurtre d'un agent fédéral états-unien ou avec la fuite de son assassin. » Quoi qu'il en soit, les 3 principaux acteurs du cartel de Guadalajara ont fini en détention. Il s'est avéré que pour construire son propre empire de la drogue, il ne suffisait pas d'acheter tout le monde pour échapper à la persécution des États-Unis. Leur visibilité dans la zone de corruption a joué en faveur des Américains.
Ce qui initialement leur permettait de rester invisibles, maintenant les poussait au grand jour. Les autorités mexicaines ont ordonné un nettoyage des rangs de la Direction fédérale de sécurité pour arrêter et incarcérer tous les membres de la corporation qui étaient liés à des trafiquants de drogue, contrebandiers ou autres criminels. Des sources de la presse ont déclaré que ces déclarations ont provoqué une vague de désertion parmi le personnel de l'institution et le 22 août, la police fédérale, sous la forme qu'elle était, n'existait plus. Elle fut restructurée. Même le secrétariat de la Défense nationale, SEDENA, fut privé de tous les pouvoirs opérationnels dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic. Ainsi, Guadalajara est resté sans ses meilleurs amis au sein du gouvernement. Toutefois, les actions énumérées ci-dessus n'ont pas suffi aux autorités états-uniennes qui voulaient mettre derrière les barreaux tous ceux qui, selon leurs propres enquêtes, avaient participé au meurtre de Camarena. Encore en liberté restait l'un des chefs, Miguel Ángel Félix Gallardo, qui se cachait à Mazatlán dans l'état de Sinaloa, invité du gouverneur Antonio Toledo Coro. En outre, ont émergé quelques détails sur la vie socialement active de Gallardo. Il avait par exemple sa propre banque dans l'état de Chihuahua, au moins jusqu'en 1982, dans les documents figurait précisément son nom de famille. En janvier 1985, il a ouvert, avec son associé et filleul, une activité automobile. Ont émergé des faits sur son travail comme agent de police judiciaire de l'État à Sinaloa et comme garde du corps de Sanchez Celis, et ainsi de suite. Tout cela signifiait que Félix Gallardo était trop intégré dans la structure sociopolitique et économique de sa patrie où il était protégé. Et à Guadalajara, 4 ans après le meurtre de Kiki Camarena, quand la protection fournie par la police fédérale avait disparu, Miguel Ángel Félix Gallardo a reçu la protection du parti au pouvoir via son ancienne connaissance, le chef de la police, González Calderón. Et tout indiquait que la tempête s'apaisait. 2 ans après le meurtre de Camarena, Calderón a assuré à Gallardo que les Américains n'avaient pas de preuves significatives contre lui et qu'ils continueraient à le soutenir. L'amitié entre eux a continué et, selon Gallardo, ils se sont rencontrés au moins 5 autres fois. Puis, en 1988, Carlos Salinas est devenu président du Mexique et a commencé à mener une sorte de perestroïka. Salinas s'est occupé immédiatement non seulement de réformes économiques, qui à la fin auraient mené Juárez et Tijuana à des guerres, mais aussi de la réorganisation du trafic de drogue. Quand il a pris ses fonctions, l'indiscutable parrain du Mexique était naturellement Miguel Ángel Félix Gallardo. En avril 1989, Gallardo s'est rendu à une rencontre avec Calderón dans un restaurant de Guadalajara pour parler d'affaires. Ou peut-être que les choses ne sont pas allées ainsi, car les informations sur l'arrestation d'El Padrino varient selon les sources. Une chose est certaine, l'ordre d'arrêter Miguel Ángel est venu d'en haut. Ainsi, en effet, lui ont-ils dit, nous ne pouvions rien y faire. L'ordre venait de Mexico. Gallardo lui-même, dans ses journaux carcéraux, affirme avoir été battu violemment au moment de l'arrestation et avoir subi la fracture de quelques côtes. Mais les humiliations ne se sont pas arrêtées là. Le nouveau directeur du service antidrogue, nommé par Salinas, Coelho Trejo, a rencontré Gallardo à l'aéroport de Guadalajara et a commencé aussitôt à le menacer. « Nous n'avons encore rien contre toi, mais nous allons te mettre en pièces », a-t-il dit selon Gallardo. Dans les 24 heures suivantes, il fut torturé, cherchant à extorquer des confessions sur son implication dans la mort de Camarena, mais il n'a rien dit. Avec Gallardo furent arrêtés plusieurs hommes importants de son entourage, dont son comptable, qui a décrit en détail tous les biens mobiliers et immobiliers d'El Padrino. À sa famille fut confisqué tout, et des meubles de la maison de sa mère, il en aurait parlé aussi dans une interview de 2022. Tous les objets de valeur, selon ses dires, furent illégalement pris par Coelho Trejo, et rien ne fut jamais rendu à la famille Gallardo. Ils furent contraints de vivre dans une maison en location, et le plus jeune fils avait besoin d'une opération coûteuse, pour laquelle il n'avait maintenant plus d'argent. Je ne sais pas si les histoires d'El Padrino sont vraies, mais le fait que le gouvernement mexicain pouvait détruire le plus grand gangster du pays sans un seul coup de feu est un moment très significatif. En 1989, les narcotrafiquants comptaient encore sur la police, sur leurs liens, mais l'ordre de Salinas et l'arrestation du chef des chefs ont montré de manière inattendue qui commandait. Ainsi, à la fin, est arrivée la rupture définitive du modèle consolidé et efficace de relations entre l'État et la criminalité organisée. 4 ans après le meurtre d'Enrique Camarena,
Sous la pression constante de la DEA, Miguel Ángel était encore en liberté, ce qui indiquait l'existence, à cette époque, d'une dualité dans l'attitude de l'État. D'un côté, une chasse aux narcos était menée avec vigueur par les nouvelles structures. De l'autre, l'État cherchait à rétablir la vieille amitié, si inopportunément interrompue par le meurtre de Camarena, surtout des figures comme Calderón. État contre État. Mais l'arrivée de Salinas et son réorientation vers les États-Unis ont tout changé. A commencé une nouvelle ère de coopération avec la Maison-Blanche, et dans ce contexte, la capture de Miguel Ángel Félix Gallardo fut un puissant signe du renforcement de l'actuel gouvernement face aux organisations criminelles et aux autorités policières. Ce fut un signal clair sur qui était à la tête du pays, et en même temps, un signe positif au gouvernement des États-Unis en relation à sa disponibilité à coopérer dans la lutte contre la drogue. Au même moment, l'arrestation de Gallardo a déclenché des processus irréversibles, comme les a définis Valdez-Castellón, fragmentation et violence. Après l'arrestation d'El Padrino, les chefs ont tenu un sommet de gangsters dans la station touristique d'Acapulco. Selon des sources autorisées, ce ne fut pas Miguel Ángel lui-même qui a rassemblé les boss, comme dans la série, prévoyant la chute de l'Empire, mais ils se sont réunis pour décider quoi faire. El Padrino lui-même, dans ses journaux, affirme que la rencontre fut organisée par Calderón. Il est possible que les deux versions soient vraies, parce que Calderón était alors sûr de la prochaine libération de Gallardo. Les vieux amis de Sinaloa se sont réunis dans un luxueux chalet au bord de la mer. Comment allaient-ils conduire les affaires? Ils étaient tous liés entre eux comme des parents, comme des amis, comme des voisins, comme de vieux associés en affaires qui avaient mené à terme tant d'affaires. Tous allaient jouer un rôle crucial dans la formation du narcotrafic dans les 2 décennies suivantes. À chaque chef fut alors assigné une zone dans laquelle il pouvait transporter ses drogues et taxer tout autre contrebandier sur son territoire. Ciudad Juárez pour Chapo Guzmán et aussi Ciudad Juárez et Nuevo Laredo pour Rafael Aguilar Guajardo, un ancien agent de la police fédérale, San Luis Rio Colorado pour Luis Héctor El Güero Palma Salazar, Nogales et Hermosillo pour Emilio Caro Quintero, oncle de Rafa, Tijuana pour Jesus Don Chuya Labra et ses neveux les frères Arellano Félix, Sinaloa pour Ismael El Mayo Zambada, Mexico pour Rafael Chavez, un autre ancien fédéral. En outre, Manuel Beltrán, Félix Huberto Campas et Javier Caro Payan, frères de Rafa, pouvaient se déplacer librement dans toutes les zones, sans créer de problèmes et agissant seulement comme intermédiaires. Tout cela sonnait comme une bonne idée, mais sans la direction du parrain incarcéré Félix Gallardo, les chefs ont commencé à se disputer pour obtenir une part plus grande du gâteau. Comme l'a écrit le chercheur reconnu Blanche Cornell, jamais dans l'histoire du narcotrafic mexicain, il n'y eut plus un homme comme Félix Gallardo. C'était un homme de parole. Il donnait priorité aux accords par rapport aux tirs, aux argumentations convaincantes par rapport aux exécutions. Si les chefs avaient suivi ces instructions, maintenant existerait le cartel le plus puissant du monde. Mais l'absence d'un leader et la présence de différents boss, chacun desquels se sentait supérieur à l'autre, ont causé la désorganisation. Dans cette confusion, peu après, 3 cartels sont montés au pouvoir. Tijuana avec les frères Arellano Félix, Juárez avec Amado Carrillo Fuentes et Golfo avec Nepomuceno Guerra. Tous étaient des Sinaloens et se déplaçaient dans l'Empire sinaloen, contribuant au chargement et partageant les contacts des policiers corrompus. Il est extrêmement important de comprendre les liens à l'intérieur de ce royaume sinaloen pour comprendre le sens de l'actuelle guerre contre la drogue mexicaine. Même les agents de la DEA ont confirmé la coopération entre tous les narcotrafiquants dans le nord-ouest du Mexique. Dans un rapport secret du renseignement opérationnel, déjà dans les années 90, furent faites les observations suivantes sur ce système. Le schéma du cartel est largement répandu, mais il déforme le vrai pouvoir et la force des narcotrafiquants mexicains. Parmi les récents exemples de personnes capables de dépasser ces frontières cartélistes, on peut citer Amado Carrillo Fuentes, qui a collaboré tant avec El Chapo à Sonora qu'avec El Mayo à Tijuana. Bien que le clan des Sinaloens continuât à travailler ensemble, il y avait de l'agitation. Le plus grand affrontement au début des années 90 a éclaté entre les frères Arellano Félix et Joaquín El Chapo Guzmán pour les livraisons en Californie. La guerre ne fut pas aussi brutale que durant le 21e siècle, quand combattent des unités presque professionnelles, mais les tueurs à gages se sont affrontés dans une série de fusillades et meurtres, laissant des dizaines de corps.
En regardant en arrière, on peut entrevoir les premiers signes que le gouvernement mexicain se révélerait incapable de contenir la bête El Narco, que le bain de sang échapperait au contrôle. Comme disent les historiens professionnels, il est toujours dangereux de lire l'histoire à l'envers. À l'époque, personne au sein du gouvernement mexicain ne semblait s'en préoccuper. Il y a de la violence, mais ce sont des narcotrafiquants qui tuent des narcotrafiquants, souspiraient les politiciens. Dans tous les cas, les narcotrafiquants n'attaquaient pas le système, mais plutôt concouraient entre eux pour voir qui serait le meilleur. Le gouvernement pouvait simplement observer le carnage et encaisser de l'argent. Quiconque en serait sorti vainqueur. Ainsi, les années 1980 furent, sans aucun doute, une décennie décisive pour la formation de la criminalité organisée au Mexique, dédiée au trafic illicite de drogue. Premièrement, l'impact du marché américain de la drogue sur le marché mexicain fut hétérogène. La demande de marijuana et d'héroïne diminua, et l'opération Condor mena même les Colombiens au leadership sur le marché de l'herbe. D'autre part, précisément cette opération catalysa l'expansion des plantations de marijuana dans les territoires mexicains et forma aussi un corridor pour le transport de cocaïne entre Mexique et Colombie. Deuxièmement, ce fut la décennie d'or pour l'organisation de Sinaloa sous la direction de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo et Rafael Caro Quintero, ainsi qu'avec le soutien de clans familiaux comme Guzmán, Zambada, Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Lupercio et des alliances avec des chefs politiques et régionaux. Le cartel de Guadalajara a consolidé son pouvoir sur tout le territoire occidental du pays, d'Oaxaca à la Basse-Californie, le long de toute la côte du Pacifique et aussi à Durango et Chihuahua. Seules quelques organisations rivalisaient avec eux, par exemple l'organisation de Pablo Acosta à Ojinaga. Mais quand arriva le garant sinaloen Amado Carrillo Fuentes pour résoudre les questions liées à la cocaïne, il cessa d'être un concurrent. Troisièmement, le modèle de coexistence entre État et narcotrafiquants, qui régulait conjointement le trafic de drogue dans les années 1980, s'était épuisé et avec le temps révéla des conséquences fatales. L'expansion et le renforcement de la criminalité organisée et la transformation des forces de police en criminels et par conséquent l'affaiblissement de l'État et l'impuissance des citoyens. Quatrièmement, l'arrestation des principaux leaders de l'organisation de Sinaloa, Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo et Miguel Ángel Félix Gallardo, a mené à la fragmentation du marché mexicain de la drogue et à l'apparition de nouvelles organisations. En bref, du quasi-monopole de Sinaloa, le marché mexicain est passé à une concurrence ouverte et inévitablement à une guerre entre tous pour la part la plus grande du gâteau. Arrivaient les années 90, nouvelles drogues, nouveaux acteurs et nouvelles règles.